Alors déjà, petite question qu'on se pose un peu tous et qu'on aimerait bien vous poser, et on aimerait bien avoir votre réaction à cette question, c'est est-ce que selon vous, en tant que scénariste, on a un devoir moral de se sensibiliser à ces questions et à tenter de les aborder ? On a tous énormément de choses à défendre. Je pense que quand on écrit un scénario, enfin d'abord tous les gens qui sont dans la salle ici se sont justement mis à écrire des histoires en se disant qu'ils allaient raconter des choses qui comptaient. Et donc les causes, elles sont extrêmement nombreuses. Moi par exemple, je suis féministe depuis toujours. Quand j'écris, je considère a priori que tout ce que je vais écrire aura, parmi les filtres nombreux qui rentrent en ligne de compte dans l'écriture, ce filtre-là, de vouloir représenter par exemple les hommes et les femmes d'une manière qui soit pas sexiste, voire qui soit activement avec des intentions on va dire de pédagogie peut-être. Et ça m'a amené à parce que quand tu m'as contacté sur le sujet, je vois pas pourquoi moi j'ai plus de légitimité qui que ce soit sur ce sujet. Néanmoins, je sais qu'il y a quelques années, quand je travaillais sur Engrenage, donc on travaillait beaucoup avec des policiers c'était une série très réaliste. La première chose qui m'avait frappée, c'était qu'on avait une série dont l'héroïne était une femme, qui travaillait en plus dans des services d'enquête très très pointus. Et que tous les conseillers qu'on avait en police étaient des hommes, qui étaient eux-mêmes des policiers qui travaillaient dans des services très pointus, genre anti-gang, enfin ce genre-là. Et il n'y avait pas de femmes. Et en plus, ils étaient remarquables, mais tous assez machos. Et un jour, toujours en travaillant sur Engrenage, on est tombé avec Marine sur un rapport qui donnait à peu près les proportions de femmes dans les différents services de police. Alors il y a des services de police dans lesquels il y a beaucoup de femmes, l'administratif par exemple. Le nombre de femmes a augmenté en voie publique. Il y a pas mal de femmes en fait en voie publique aujourd'hui. Mais dans les services d'OPJ, c'est-à-dire vraiment la police judiciaire qui travaille sur des enquêtes criminelles, c'est dérisoire. C'est pas 5%. Donc en fait, on regarde la télévision, on a la moitié à peu près, je pense, des policiers qu'on voit en OPJ à la télévision française qui sont des femmes. Et on peut se dire, c'est génial, parce qu'on propose des modèles nouveaux, pour que des femmes se disent que ces métiers-là, c'est pour elles aussi. Sauf que ces modèles, ils existent depuis au moins 30 ans, et ça n'a pas tellement changé. Peut-être qu'il y a 3% de femmes de plus dans ces services, mais pas beaucoup. Et donc, je me suis dit, mais en fait, est-ce qu'on ne sait pas tous, en quelque sorte, raconter que, en fait, est-ce que nos fictions ne sont pas devenues des cache-misères ? Et bien si, je pense qu'en partie on a masqué la misère avec des histoires qui étaient pourtant dans notre esprit des histoires progressistes et faites pour faire évoluer les mentalités. Et je pense que c'est une des problématiques qu'on a par rapport à ce que tu racontais, c'est que il n'y a pas forcément de continuité absolue entre nos bonnes intentions et la réception qu'il y a derrière et l'usage qu'en fait d'abord les spectateurs mais aussi la société, et que là-dessus ça demande de pas être trop naïf et d'être vraiment dans une réflexion politique, c'est-à-dire stratégique. Se dire, d'accord, moi j'ai envie de raconter ça, mais en fait, qu'est-ce que j'en fais, comment je le fais, avec qui je le fais, pour qui je le fais, pour que ça ait l'impact que je voudrais que ça ait. Et c'est pour ça que j'essaie de sortir de la question morale pour être dans la question politique. Je pense que si on fait de l'écologie une question morale, on est tous morts parce que les êtres humains ne sont pas très moraux. Que si on veut avoir un impact, on ne peut que se poser la question de savoir politiquement comment on réussit le truc. Et ça, c'est vraiment très très intéressant d'en parler avec des scénaristes. Cyril, tu acquiesces ? Ouais, j'acquiesce. Après, je pense qu'on n'a pas une responsabilité. Je suis complètement d'accord sur le fait qu'il ne faut pas en faire une question morale et que c'est souvent un des problèmes. Enfin, moi, je me suis retrouvé avec des... Je me souviens notamment d'une directrice de théâtre qui me disait j'aimerais bien en parler avec toi parce que j'ai l'impression que on n'y arrive pas à faire des histoires comme ça et tous les trucs que je reçois, c'est nul. Et donc, je disais ah bon, mais alors, raconte-moi. Et puis, elle m'explique les trucs qu'elle reçoit. Et je lui dis, mais je pense qu'il y a deux problèmes. C'est-à-dire qu'un, effectivement, tu en fais une question morale. Donc, si tu en fais une question morale, ça veut dire que tu dois te situer du côté du bien ou du mal. Et quand tu commences à raconter une histoire, c'est un peu compliqué. Enfin, ou alors c'est une histoire biblique. Mais enfin, tu vois, c'est... Et deuxièmement, tu as un problème artistique. C'est-à-dire que... Je veux dire, là, il y a plein d'enjeux dramatiques dans la situation qu'on est en train de vivre.
il y a des oppositions considérables entre des gens qui essayent d'entraver la mutation de la société. On peut penser aux grands pétroliers. Il y a des gens qui sont dans des situations intimes de détresse profonde. Enfin, il y a énormément de trucs à raconter. Et là, ce que tu me dis, en fait, c'est que tu reçois des pièces de théâtre qui sont des mauvaises pièces à thèse, où quelqu'un a une idée un peu justement politique et essaye de la dérouler en ayant des personnages un peu prétextes et ça c'est un problème, c'est des gens qui sont mauvais. Non mais c'est vrai, c'est pas un problème de thème, c'est un problème de la façon dont on le traite. Au-delà du talent, est-ce que c'est pas une crise de l'imagination dont tu parlais? Si. Et après, on peut se dire ça, on peut se dire que au-delà d'un devoir moral, on a sans doute une responsabilité d'être humain. C'est-à-dire qu'on est dans une situation qui est quand même dramatique. Comme dans toutes les situations dramatiques, comme, j'en sais rien, si vous aviez vécu pendant la Deuxième Guerre mondiale, bon, bah, après on s'est tous rêvés résistants et on l'aurait sans doute pas tous été, enfin c'est même une certitude, mais on est amené à se poser la question de qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'essaye de m'engager dans une forme de lutte, de dignité, d'une certaine manière? Est-ce que je retrouve une forme de dignité en allant dans une direction qui me semble juste et en étant fidèle à mes principes? Et ça se traduit dans tous les aspects de notre vie. Donc effectivement, si notre métier c'est d'écrire des scénarios et qu'on considère qu'on a quand même un pouvoir, même si il faut pas être naïf, on a la responsabilité de ce pouvoir. Grand pouvoir, grande responsabilité, tout ça. Mais et quand on décide de le faire, on a un problème, effectivement, dont je parlais plus tôt, qui est que notre imaginaire est très bouché. On a été quand même abreuvé, et particulièrement sur ces sujets-là, d'histoires. On a quand même tendance à écrire des histoires en s'appuyant sur des histoires qu'on connaît déjà. C'est comme Bob Dylan qui dit on n'écrit jamais une chanson vraiment originale. En fait, on écrit une chanson par rapport à une autre chanson qui a été écrite par rapport à une autre chanson. Bon, nous, on fait ça. Et donc, c'est vrai que le matériau qu'on a à notre disposition aujourd'hui, et particulièrement dans l'anticipation ou la science-fiction, est plutôt très 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 dystopique. Donc on a beaucoup de difficultés et on le voit, et c'est pas que le cas des scénaristes ou des romanciers ou des romancières. C'est le cas de la plupart des gens. On a beaucoup de peine à imaginer le monde autrement que comme il est, ou autrement que comme en tirant le fil des éléments négatifs du présent pour arriver à des catastrophes dans le futur. Par rapport à cette question de qu'est-ce qu'on pourrait raconter qui ait vraiment un impact, moi j'ai eu l'impression qu'en fait d'une certaine manière on pouvait avoir une première tentation qui était de se dire à partir de maintenant mes personnages quand ils discutent ils sont pas en train de promener le chien, ils sont en train de trier. Alors, ils sont comme ça, tous les deux dans leur cuisine, et ils discutent et ils trient. Je vais mettre le verre ici, je vais mettre le carton là, etc. Voilà. Et c'est pareil, mes policiers, je vais faire un policier à vélo. Après tout, ça existe. Alors, on n'est pas obligé d'avoir des policiers. Ils ont toujours. Alors, c'est vrai que ça va arrêter les partenariats avec Citroën, mais on pourrait avoir des policiers qui se déplacent autrement. Je pense que on peut toujours tenter, je ne pense pas que c'est le moindre impact. Je pense que c'est exactement du même ordre, justement, que de représenter des femmes policiers sans se demander comment on devient policière. Et en fait, moi, j'ai jamais vu, par exemple, vraiment jamais, je crois, de séries policières, et Dieu sait qu'il y en a, où on voit une femme qui soit bloquée dans sa carrière parce qu'elle est une femme. En fait, ce qui est intéressant, c'est de se demander ce qu'on raconte pas, ce qu'on pourrait raconter, et en fait, ce que nos histoires cachent, qu'on ne montre pas. Et je crois que ce serait déjà la première chose à faire, c'est de se demander quels sont nos automatismes, pourquoi il y a des choses qu'on n'aborde pas, pourquoi ça nous fait peur d'en parler. Par exemple, la figure du policier, moi j'ai une opinion extrêmement positive des policiers, mais enfin, de fait, on pourrait raconter des histoires dans lesquelles les policiers se comporteraient mal, ça arrive. Oui, ça arrive, voilà. Et pourquoi on n'en parle pas ? Parce que c'est 50% de la commande aujourd'hui, c'est d'écrire des policiers héroïques. Et en fait, c'est devenu un réflexe, les policiers sont héroïques. Voilà. Sur les questions d'écologie, je pense qu'on pourrait se demander ce qu'on raconte pas.
Et je vous donne une autre piste qui me fait beaucoup réfléchir, parce que moi, j'ai souvent, enfin une bonne partie de ma vie, j'ai été militante. Et parmi les gens les plus fantastiques que j'ai rencontrés, il y avait plein de militants. Et je les ai souvent trouvés absolument passionnants, par ailleurs extrêmement savants. Les écolos notamment, c'est effrayant de parler avec des vrais écologistes parce qu'ils savent, ils sont incroyablement en agriculture, en territoire, en machin, c'est incroyable. Et quand on voit des militants dans des séries françaises, vous aurez quand même remarqué qu'ils sont tous complètement cons. Ou dans des films de Nakache Toledano qui viennent de sortir. Ouais. Mais ils sont bornés, ils sont fanatiques, ils n'ont aucune nuance, ils sont des repoussoirs absolus. Et je pense que ça aussi c'est un réflexe. Je pense enfin moi je parle vraiment du côté de la télé. Du côté de la télé, le militant c'est l'ennemi absolu en fait, parce que justement il est militant et que la fiction cherche d'abord à se mettre le maximum de spectateurs dans la poche, avec des figures qui sont assez consensuelles finalement. Même quand ils sont un peu râpeux, même si on est plus conflictuel qu'avant. N'empêche que ce personnage militant, c'est vraiment le repoussoir, c'est l'épouvantail, c'est l'horreur. Et là aussi, on pourrait se demander pourquoi on a ce réflexe de toujours penser que les militants sont des imbéciles, alors que de fait, je trouve qu'ils le sont plutôt moins que la moyenne. Enfin, en tout cas, dans mon expérience, il y en a vraiment beaucoup qui étaient assez remarquables. Et voilà, je pense qu'on peut se décomposer ce genre de choses. Mais la question, c'est, il y a deux questions différentes. Il y a la question, c'est quelles histoires qui ont eu un impact sur nous. C'est-à-dire que, de fait, qu'est-ce qu'on a pu regarder qui a éventuellement eu vraiment un impact sur notre manière de regarder les choses. Et j'ai l'impression que ça s'incarne beaucoup plus dans des histoires complètes que par des petits éléments distribués à droite à gauche. Je pense que ça m'est arrivé de regarder des épisodes de séries avec une histoire complète sur un sujet dont je me dis « Ah, ça, je n'avais pas pensé comme ça. » Ou alors, c'est des films complets ou c'est des séries complètes qui portent sur un sujet. Alors, je repense à cette série qui est sortie il n'y a pas très longtemps, que moi, d'un point de vue dramaturgique, je n'ai pas trouvé abouti, mais qui était sur cette révolte des animaux marins contre les humains. Personnellement, j'étais hyper dans le sujet parce que je suis une fanatique de la mer et du monde marin, donc j'étais totalement d'accord avec la révolte, j'étais prête à aller avec les homards, etc. Et il y a des moments dans la série qui sont extraordinaires. Je ne sais pas si vous avez vu cette série, mais par exemple le début de cet épisode qui commence avec les homards, le homard qui est dans l'eau et qui est pêché et qui sort, etc. Et la force dramatique de ces 5 minutes de presque un court-métrage dans le film où d'un coup on se dit je mangerai plus jamais de homard de ma vie, c'est pas possible, on peut pas manger un homard parce qu'on voit le moment où après ce truc qui était vivant dans l'eau, on le met dans un truc bouillant et c'est la tragédie alors qu'on a tous bouffé du homard à un moment ou à un autre et par ailleurs après il y a toute une histoire à partir de ce homard. C'est l'expérience dont Cyril parlait tout à l'heure. C'est le point de vue. D'utiliser l'image pour ramener le spectateur et le point de vue. C'est le point de vue qui fait la force de l'histoire. C'est ça l'histoire est racontée du point de vue du homard. C'est ça qui est hyper puissant. Donc de temps en temps, il y a des choses comme ça qui sont puissantes. Moi, j'ai trouvé que la série aurait pu être meilleure. Mais je pense que ce genre de séries qui ont tout un thème qui file intégralement sur plusieurs épisodes ont plus d'impact que des comportements moraux disséminés sur des personnages bien pensants. Voilà. Oui, il s'agit de s'emparer du sujet plus que de le. Des séries comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Non, mais. Oui, mais c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que s'emparer du sujet, ça demande d'être un peu habité par le sujet. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, là où je te rejoins, c'est que il me semble que les histoires qui ont le plus d'impact, c'est celles qui vont mobiliser à la fois des trajectoires de sens et des choses intimes. Et parfois, ça a été fait avec de très mauvaises intentions, mais les Goebbels, en l'occurrence, a utilisé considérablement le cinéma pour sa propagande, avec beaucoup de succès. Enfin, quand même, en 1943, 1 milliard d'entrées dans les cinémas allemands, en opérant des retournements parfois. Il y a notamment un film qui met en scène les Allemands qui sont opprimés par les Polonais, qui les maltraitent, qui les traitent vraiment comme des chiens, etc. Et qui était vraiment dans l'objectif de créer une espèce d'hostilité des Allemands vis-à-vis des Polonais, alors que les nazis étaient en train de faire subir la même chose aux Polonais. Et ça fonctionnait parce qu'il y avait... On allait chercher... Bon, on peut pas dire que c'est un très bon film, hein, mais en tout cas, on allait chercher des ressorts intimes qui étaient très puissants, et qui allaient chercher des affects
très puissant. Oui, mais là, tu parles d'un appareil politique, tout un État qui serait en fait dans une idée de faire une propagande écologiste. Je pense qu'on en est loin. Je veux dire, absolument. Mais ce que je veux dire, c'est que la puissance de la suggestion dans ce type d'histoire qui vont chercher des ressorts aussi intimes peut être dramatique. Et effectivement, on en est très loin. Mais pour reprendre ton exemple, un bon contre-exemple de représentation des militants, c'était 120 battements par minute, qui était plutôt très réussi, et où on pouvait très bien avoir envie de devenir militant en sortant du film, et voir les militants avec une figure justement beaucoup plus héroïque, mais parce que les personnages étaient très complexes, et parce qu'ils étaient mus, encore une fois, par des intentions auxquelles on pouvait s'identifier, et qui du coup gagnait une forme de puissance transformatrice. Et donc, puisqu'il faut s'imprégner du sujet, comment est-ce que on peut s'en imprégner au-delà de venir aux tables rondes est-ce que vous avez des recommandations, alors même pas forcément sur le sujet de l'écologie, mais de manière où on peut aller chercher en particulier sur la thématique écologique, évidemment, où on peut s'imprégner, comment est-ce que... la question est un peu bêtement posée, mais... Mais non, mais tu le disais tout à l'heure quand tu disais que tu écrivais Engrenage et que vous passiez beaucoup de temps avec les policiers. Normalement, on fait ça, quoi. Quand on écrit sur un sujet, on va rencontrer des gens, passer du temps avec eux. Parfois ça marche pas, parce qu'en l'occurrence Olivier et Eric ont passé beaucoup de temps avec les militants d'Extinction Rebellion. Et après c'est très intéressant parce que, juste pour finir là-dessus, c'est justement une histoire de point de vue, comme tu le disais. Moi je trouve que ce qui est problématique dans ce film, c'est que c'est pas uniquement c'est qu'évidemment les militants sont dépeints de façon très caricaturale, mais parce que je pense que les réalisateurs ont écrit un film où on est capable d'épouser le point de vue, par exemple, du personnage de Pio Marmaille ou de Jonathan Cohen, qui sont des surendettés, qui sont parfois ridicules, on se moque d'eux, c'est pas le problème. Mais en revanche, on est capable d'épouser leur point de vue. Et on est en empathie. Et on est en empathie avec eux. En revanche, on n'épouse jamais le point de vue des militants écolos, parce que on les voit de façon très extérieure faire des trucs ridicules, s'appeler Cactus et Citron et je ne sais quoi. Mais à aucun moment, on est confronté à une situation où on comprend pourquoi ils agissent comme ils agissent. C'est-à-dire qu'à aucun moment, les personnages vivent un truc qui les mette face au péril climatique de façon tellement intime qu'on se dit « Ah bah oui, je comprends. Oui, je comprends pourquoi ils ont l'air un peu cons à pas vouloir d'objets chez eux et machin, etc. Mais j'ai compris pourquoi ils le font. Parce que j'ai pu adopter leur point de vue. Et là, pour moi, on ne le fait jamais. Donc effectivement, c'est pas qu'une question de ce que vont faire les gens ou dans quel univers ils vont baigner, est-ce qu'il y a des arbres partout, ou ils prennent pas la voiture, mais est-ce qu'on est capable d'épouser, encore une fois, est-ce qu'on est capable de prendre leur parti ? On dit souvent que dans un bon scénario, on doit prendre le parti de chaque personnage, vraiment. Là, en l'occurrence, je trouve que c'est pas le cas. Bon, mais une fois qu'on s'est dit ça, rencontrer des gens, lire des bouquins, regarder des films, aller, si vous voulez écrire dans une ZAD, aller dans une ZAD, aller avec des gens qui vont se battre contre des autoroutes, rencontrer des scientifiques, aller dans des endroits où il se passe des trucs sur la question climatique, et petit à petit, en fait, nourrir sa sensibilité, nourrir évidemment sa connaissance du sujet, mais aussi nourrir sa sensibilité et son expérience de tout ce qui est en train de se produire. Alors après, on peut, et là c'est ce à quoi on est en train de réfléchir, et on y a notamment réfléchi avec Emma, mais de construire des modules un peu de formation expérientielle. Il y a notamment un type incroyable que j'ai rencontré là il n'y a pas longtemps, tu m'en avais parlé, mais qui fait vivre à des gens ce que serait le réchauffement climatique. Genre, bon, quand on dit il va faire 45 de chaleur sèche, comment il s'appelle déjà ? Christian Clot, voilà. Il a mis en place un dispositif où, et il l'a fait pas mal pour des journalistes, tu rentres dans une pièce et là, paf, 45 degrés de chaleur sèche. Et il me dit, là, je peux te dire que les mecs, ils ont compris, quoi. C'est genre, mais c'est insupportable. Oui, voilà. C'est ça qu'on voulait dire. C'est insupportable. Ah bon, mais alors, du coup, waouh, ah ouais, ok. Et ça... ça nourrit l'imaginaire. Tout d'un coup, on se dit, mais t'imagines s'il y a des gens qui vivent dans ces conditions-là ? Comment tu réfléchis ? Comment tu respires ? Comment tu bouges ? C'est complètement différent. Et je pense que si on est complètement... évidemment, l'imaginaire
peut parfois pallier à ça. Balzac en est un bon exemple. Mais si on peut traverser ces expériences-là, moi je pense que c'est très très utile. Pour ajouter une pierre à l'édifice, l'armée fait ça par exemple avec la guilde des scénaristes. Ils ont un problème de recrutement, donc ils ont monté un partenariat avec la guilde où ils invitent très régulièrement des scénaristes à aller passer 3 jours à l'armée de l'air, à l'armée de terre, vivre un peu des expériences pour justement nourrir les imaginaires. Ouais. J'imagine la même chose dans la ZAD. C'est ce que j'allais dire, il faut faire la même chose. Ça a l'air très... Ouais. Moi, j'irais pas. Hein. Après, il y a une petite donnée dont on n'a pas encore trop parlé, un petit détail qui s'appelle les diffuseurs. Où là, effectivement, on peut avoir, on peut un peu passer à ce. Mais c'est d'ailleurs assez contradictoire parce qu'il y a tu nous as dit tout à l'heure, en proposant des récits positifs, on dit oh là là, il va pas y avoir assez de conflits. Et d'un autre côté, je pense qu'on est nombreux dans la salle à avoir entendu qu'il fallait faire attention aux sujets anxiogènes et qu'il fallait surtout pas servir dans les fictions ce qu'on servait dans les JT. Et il y a cette contradiction. Je sais pas, tu as dû même la croiser. Vous avez dû la croiser l'un et l'autre. Moi, ça me paraît assez évident que c'est pour ça que je parlais de stratégie. C'est-à-dire que dans les sujets que je trouve vraiment, par exemple, intéressants, c'est la question des sols et des maisons. C'est une question qui concerne des millions et des millions de Français, en fait, puisque les maisons peuvent se fissurer sous l'effet de la contraction des sols. Et donc, en fait, le nombre de Français concernés est immense. Ça, c'est un vrai sujet populaire. Si on veut faire de la série, on peut faire de la comédie avec ça, parce que je pense que la comédie, c'est une bonne manière de parler des sujets qui fâchent. On pourrait très bien aller voir France 3, par exemple, en disant on va faire une série drôle sur des gens qui perdent leur maison. Non, mais on pourrait. C'est une question de manière de traiter la question. Je pense pas qu'il y aurait beaucoup d'appétence sur ce sujet. Et donc, ça pose la question de savoir... Oui, non, mais c'est vrai. En fait, on est dans une chaîne de production. C'est-à-dire que on a tous l'expérience. Et ça, je pense que s'il y a une chose qui est en commun pour tous les scénaristes, on a tous une histoire qu'on rêve d'écrire et dont on sait qu'on ne pourra jamais l'écrire pour la télé parce que personne ne nous l'achètera. Je pense que on pourrait absolument imaginer des histoires qui soient vraiment créatrices d'empathie pour le spectateur. Nous, on sait comment on pourrait le raconter. On sait comment on pourrait les intéresser à un sujet comme ça, parce que c'est leur histoire, c'est notre histoire collective. En réalité, le changement climatique va nous impacter tous, individuellement, collectivement, familialement, etc. Donc forcément, on a des manières d'entrer dans les histoires qui pourraient concerner tout le monde. Le problème, c'est qui va nous commander ces histoires ? Il faut mettre plusieurs millions sur la table pour faire ce film ou pour faire cette série. J'ai l'impression que si on se pose la question en stratégie, c'est pas seulement de savoir comment nourrir nos imaginaires, c'est comment créer une chaîne de collaboration qui nous permet de partir de notre histoire et d'accéder à l'écran. Et c'est pour ça que je repense, par exemple, aux questions féministes. Moi, j'ai été féministe toute ma vie d'auteur. Je sais très bien que pendant des années, le mot féministe était une insulte, que si je prononçais ce mot-là, on me regardait comme si j'étais une espèce de personne hyper bizarre, très très marginale, avec des idées ultra radicales, etc. Aujourd'hui, officiellement, tout le monde l'est. C'est super. Honnêtement, je m'en réjouis. Non, mais il y a un peu d'ironie dans ce que je dis, mais je préfère 1000 fois ce monde-là que celui d'avant. Hein. Je veux dire, c'est avantageux, ça a des inconvénients, mais ça a beaucoup d'avantages. C'est aussi parce qu'il s'est créé des collectifs féministes dans lesquels il y avait à la fois des scénaristes, des comédiens, des réalisatrices, des productrices, etc., qui se sont mis à travailler ensemble, que depuis l'idée de je vais faire un film féministe à tiens, ce film est projeté dans des salles et pas 3, ça fonctionne. Et donc pour la télévision, c'est la même chose. Je pense qu'on ne peut pas se faire l'économie de se demander comment on passe de j'ai une super idée, je suis sûre que les gens ont envie de la regarder. Bon, ça peut être une erreur, mais on peut y croire. Et comment je fais pour que ça finisse à l'écran ? Et ça, je pense que ça ne peut fonctionner que par des stratégies de rassemblement sur des idées communes entre des gens qui ont des pouvoirs complémentaires. Ouais. Il y a quelque chose d'assez vertueux qui se passe effectivement, qui est que plus la culture change, plus les représentations du monde changent et effectivement plus c'est facile. Et donc ça passe effectivement par ce qu'on peut faire nous en se regroupant, mais par ce qui se passe dans le reste de la société aussi. Quand même. Si là maintenant on se pose la question de savoir si c'est intéressant de
parler de changement climatique, d'effondrement de la biodiversité dans le cinéma, c'est parce que dans la culture, de façon générale, dans l'opinion publique, ce sujet a émergé de façon puissante. Et ça, c'est aussi le travail des militants, des scientifiques, des journalistes, de tout ça. Je pense qu'il y a des effets d'entraînement qu'il faut essayer d'amplifier. C'est-à-dire que moi, je vois qu'après avoir fait Demain, on a aussi ouvert la porte à d'autres gens parce que il y a des diffuseurs qui se sont dit, ou des distributeurs ou des distributrices qui se sont dit, mais peut-être que ça peut marcher en fait ce truc, enfin tu vois, ce genre de documentaire. Bon, après ce qui est con, c'est qu'il y en a beaucoup qui se sont cassés la gueule, et donc on fait, bon finalement non, c'était juste un coup de chance. Et après je pense que politiquement, si on veut s'organiser, c'est ce qu'on est en train de tâcher de faire notamment avec Cut, il y a aller chercher des gens de pouvoir, donc effectivement, qui sont des producteurs, des productrices, des distributeurs, des distributrices qui ont une influence, et les emmener dans le collectif et faire en sorte qu'ils fassent de l'entrisme ou qu'eux mettent de l'argent sur la table. Et puis il y a aller chercher de l'argent dans d'autres secteurs de l'économie. Et là, on est en train de réfléchir par exemple à des fonds qui permettent non seulement de l'aide à la création, toutes les histoires que justement les scénaristes voudraient écrire, mais personne ne va jamais les embaucher pour les écrire parce qu'on n'est pas sûr que ça va marcher. Bon, qu'on puisse avoir un fonds qui permette de financer la création ou de la soutenir, et de travailler avec des gens comme le CNC, et on est en train de tâcher de le faire, pour qu'il y ait une sorte de prime à ça, comme on a pu le faire pour d'autres sujets. Et puis de l'aide à la diffusion. Et là aussi, on est en train de réfléchir, notamment avec Carole Scotta, à un fonds qui permettrait d'investir de l'argent pour que des films ou des séries, ou particulièrement au cinéma, parce que quand il y a des diffuseurs plateformes télé, la question se pose moins, mais puissent être soutenus au moment des campagnes de communication, au moment de la sortie, même préacheter des places dans un premier temps pour créer une première dynamique, pour faire en sorte que ces films soient vus. Ce qui est aussi un problème. C'est-à-dire que parfois on arrive à les écrire, mais pas grand monde ne les voit parce que quasiment pas de budget pour en parler, pour faire de la pub sur les murs, ou avoir des trucs dans les algos, ou c'est des petits distributeurs et ils vont sortir ça sur 30 copies, et on connaît ça, quoi. Il y a peut-être une troisième voie aussi, qui est le cheval de Troie. On en avait parlé un petit peu, mais c'est sans faire juste trier ses déchets à des personnages dans un polar qui n'a rien à voir avec le sujet. C'est pas parce qu'un sujet porte en soi ce sujet-là et qu'il est très présent que c'est ce qui est mis sur le fronton. Et il y a peut-être des moyens aussi d'intégrer, mais de manière... On en a parlé aujourd'hui, puisque donc, on a fait des ateliers, et notamment sur l'emploi, et il y a une foultitude de métiers qui ne sont pas représentés dans la fiction, et le simple fait de les représenter, déjà, c'est une pierre à l'édifice, et même si c'est un polar, même si c'est une comédie romantique. Ça, de fait, je pense que beaucoup de scénaristes savent le faire techniquement, parce que typiquement, une grosse partie de la commande, c'est du polar bouclé, avec des enquêtes. On a tous transformé une question qui nous intéresse en un sujet, ce qui fait d'ailleurs des mobiles improbables pour les meurtres. Je veux dire, on a des meurtres, qui sont liés. Nous, on a fait un épisode de Candice Renoir sur la difficulté d'accès à l'avortement. Sans dire que, oui, c'est vrai que je connais pas beaucoup de meurtres dans la réalité qui sont totalement l'émanation de cette problématique. Et voilà, on a tous tué des gens pour des motifs très, très bizarres. Mais c'est vrai que sur Candice, par exemple, quand c'est Solène qui s'en occupait, Marc, etc., et Fabienne, on avait eu un accueil très, très positif dès qu'on arrivait avec des questions féministes, LGBT, etc. On s'en est vraiment servi aussi pour raconter des histoires qui avaient du sens pour nous. Je pense que ça a un impact, de fait, pour le coup, d'autant plus que l'inverse existe. C'est-à-dire que c'est pas comme si toute la société était écologiste, c'est pas comme si toute la société était féministe, c'est pas non plus comme si on avait tous une représentation extrêmement positive des étrangers. Il y a une grande partie de la fiction qui joue contre ces valeurs-là, des fois très clairement, très consciemment, je pense, des fois peut-être aussi un peu par soumission, mais je pense qu'il faut aussi se poser cette question-là collectivement. C'est-à-dire qu'une partie de la fiction a pour but de maintenir l'état des lieux,
globalement. Donc ça existe aussi. Donc je pense qu'il faut tous les espaces qui sont ouverts, investissons-les avec des valeurs auxquelles nous tenons, parce que de fait, d'autres espaces ont investi pour défendre l'inverse. Néanmoins, je pense que ça vaut la peine. Enfin, je crois qu'on se sent plus solide sur ce genre de démarche quand on le fait collectivement, quand on le fait explicitement aussi. Et je trouve que ça, c'est un enjeu peut-être qu'on pourrait mettre plus souvent en avant. Cette idée que effectivement, on est là aussi pour défendre des valeurs dans un environnement qui pourrait bien devenir de plus en plus hostile politiquement. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais voilà. Hein, je sais pas si l'avenir, il n'y a pas que le climat qui évolue. On pourrait avoir aussi apporté nos valeurs dans un environnement plus hostile. Et je pense que ça fait partie de la vie. Enfin, je veux dire, il y a un moment, il faut savoir se battre. Et d'autant plus, c'est ce que tu disais tout à l'heure, et tu viens de le rappeler, que c'est pas juste on a envie de porter ces valeurs, il y a des gens qui portent les valeurs inverses dans la publicité, dans le cinéma, dans la télévision, plus ou moins consciemment d'ailleurs. Dans la publicité, c'est toujours très conscient, la plupart du temps. Mais oui, bien sûr. Mais pour revenir à la question de tout à l'heure de la responsabilité, je pense qu'on a besoin de se poser la question de la responsabilité qu'on prend à chaque fois qu'on met en scène des personnages d'une certaine façon. Je regarde en ce moment Fauda, donc une série israélienne qui date de 2016, je crois, le début. Donc là, j'ai regardé qu'une saison pour l'instant. Donc ne spoilez pas la suite. Et parce qu'il y a une espèce d'élan naturel à se dire, et pourtant je connais bien la région, j'ai rencontré Arafat, j'ai travaillé pendant des années, j'étais à Gaza, j'étais en Cisjordanie, je connais des grands rabbins d'Israël, des ministres, bref, donc je connais, mais une espèce d'envie de se dire, là, j'ai envie de me rapprocher de ce qui se passe là-bas, parce que ça me travaille, parce que je vois l'actualité, et j'ai pas pu quand même m'empêcher de me faire la réflexion, en finissant la première série. C'était très drôle parce qu'avec ma compagne, on regardait dans le train, on a regardé la fin, quoi, enfin, où on a peut-être regardé les premiers de la deuxième saison. Et on arrive à Saint-Lazare, et je vois un gars qui avait l'air un peu maghrébin, avec une capuche, un peu masqué comme ça. Et mon premier élan, avant même de pouvoir réfléchir à quoi que ce soit, c'était un truc un peu de méfiance, genre, oh, attends. Parce que je venais de regarder une série où dès qu'il y avait quelqu'un qui ressemblait un peu à ça, c'était un terroriste qui pouvait faire exploser un truc. Et je me suis dit, putain. Et je suis sûr qu'en plus, de ce que je sais, en plus, j'ai des amis qui ont joué dedans. La série est complexe et puis montre aussi des choses de façon différente. Mais je me suis dit, c'est quand même une représentation vachement puissante. Et qui, quand tu regardes en plus une série, c'est-à-dire vraiment plein d'épisodes, plusieurs saisons, finit par vraiment influer sur ta perception du réel et sur ton point de vue sur un certain nombre de gens. Et ça, alors il y a effectivement les diffuseurs, et puis il y a les micro-choix qu'on est capable de faire pour rajouter de la complexité, pour remettre les choses en perspective, pour prendre le parti justement des personnages, quels qu'ils soient, qui sont, pour moi, une des grandes responsabilités qu'on peut avoir, quoi. Oui, c'est de mettre fin, c'est de combattre en tout cas en nous les biais et les angles morts dont on est plein, en fait, sans s'en rendre compte. De la même manière qu'aujourd'hui, on regarde des fictions d'il y a 20 ans, on se dit mais comment ils ont pu écrire ça sur la représentation de la femme. Nous, dans 20 ans, on regardera des fictions en disant putain, sur l'écologie, c'est grave, quoi. Mais il faut et du coup, cette hygiène-là de sortir de ces biais et de ces angles morts, comment vous la travaillez, vous ? Est-ce que c'est justement quand on n'est pas militant et quand on n'est pas effectivement dans cette culture-là, comment nous, on peut, selon vous, essayer d'en sortir le plus rapidement et efficacement possible ? Juste très rapidement, et je te laisse... Mais il y a des outils qui existent maintenant. Il y a notamment un outil qui s'appelle l'écran d'après, qui a été développé par Spark News, et qui est intéressant, qui est une sorte de questionnaire, de grille, quoi, qui permet de vérifier si on s'est posé un certain nombre de questions en écrivant. Et la plupart du temps, on se rend compte que non, ou qu'on en a oublié. Et c'est pas obligé que ça influe sur l'histoire, mais je trouve que c'est intéressant en tout cas de repasser au crible de ce questionnaire-là ce qu'on a pu écrire en se disant « Ah oui, tiens, ça j'avais pas pensé, mais je pourrais ». Donc c'est de s'auto-checker, quoi, et d'avoir une hygiène, une auto-hygiène en fait du biais.
Moi je suis rentrée dans la militance homosexuelle à 18-20 ans. Alors, ça fait partie vraiment de la gymnastique. Comment dire, tout le temps. Au bout d'un moment, c'est un peu usant. On aimerait bien être un peu, de temps en temps, revenir un peu à l'essentiel. Regarder Bambi, juste en se disant c'est Bambi. Voilà. Mais on peut d'ailleurs, on peut faire l'aller-retour. Moi, j'ai toujours adoré les films de Schwarzenegger, même quand j'étais hyper féministe. Je pense que c'est bien de déconstruire dans tous les côtés comme ça. On peut être un peu en nuance, mais le test de Bechdel, il est pas mal aussi pour les trucs féministes. Ça marche bien. Mais moi, je sais pas comment. Je veux dire, c'est pas une question de scénariste, c'est une question d'humain. Enfin, on a tous des biais auxquels on est plus ou moins, dont on est plus ou moins conscient, et c'est toute l'histoire d'une vie, je pense, de déconstruire ça. Donc, moi, j'ai pas de recommandations à faire. Je pense que tout le monde a son chemin à faire. Je pense que c'est juste une question de curiosité, mais enfin, si on n'est pas curieux, on n'est pas scénariste, je crois pas. Enfin, ça fait vraiment partie du lot, et s'informer pour éviter de dire des conneries, c'est aussi l'autre truc important. Voilà, des choses. Je pense que l'empathie, tout ça, vraiment, c'est notre gymnastique. On a tous écrit des scènes sur des personnages dont on ne savait pas au début comment on allait les prendre, ce qu'ils avaient en tête. Et c'est hyper intéressant d'être un jour un chirurgien, le lendemain un président, etc. Enfin, voilà, ça fait partie de notre gymnastique. Si on veut combattre ces biais, c'est que c'est déjà largement gagné, quoi. Enfin, je veux dire, voilà. Oui, c'est ça. On va peut-être commencer à faire participer un peu, la salle. Si vous avez des questions, des réflexions. Est-ce que, vous êtes... Moi, j'ai une question que je trouve qu'on se pose pas assez quand on a ce genre de discussion, peut-être parce qu'on n'a juste pas la réponse, mais on parle beaucoup de récits qui auraient un impact, de batailles culturelles qu'il faudrait gagner, etc. C'est quoi l'objectif en fait ? Très concrètement, qu'est-ce qu'on essaye d'obtenir avec le récit ? Est-ce qu'on veut influencer sur des comportements individuels ? Et j'entends que c'est pas forcément l'angle le plus impactant. Est-ce qu'on veut mettre sur la scène médiatique peut-être des sujets qui ne le sont pas assez ? Qu'est-ce qu'on essaye de faire en fait ? Alors ça, moi je trouve que c'est vraiment la question la plus passionnante, mais elle nous dépasse de beaucoup. Je pense que l'un des problèmes de l'écologie, c'est où on va, avec qui et comment. Je pense que c'est un sujet immense qui concerne à peu près tous les secteurs de la société, tous les secteurs d'économie, tous les secteurs culturels, tous les territoires, qui se recoupent avec toutes les questions sociétales, les questions politiques, les questions internationales, les questions énergétiques. Donc, où est-ce qu'on veut aller ? Je pense que si on allait tous au même endroit, avec la même intention, on en serait sans doute déjà beaucoup, beaucoup plus puissants. Moi, dans mes rêves, des fois, je me rêve le matin et je me dis les écolos, on va tous déménager, on va tous habiter en Bretagne, on récupère une région entière et on commence à en faire le laboratoire de ce qu'il faut faire. Ils ont essayé avec le Larzac déjà. Oui, ils ont essayé avec le Larzac, mais ils étaient moins nombreux et je pense qu'on pourrait tenter le coup maintenant qu'on est vraiment là, on commence à être du monde. Ou alors je repense, parce que moi, c'est marrant, j'étais à ACT UP pendant des années quand j'étais gamine, et je me fais sans arrêt la remarque qu'on a eu un impact médiatique absolument considérable et effectif sur l'épidémie pendant des années, avec un groupuscule de 100 personnes quand même, et encore dans les périodes où on était au maximum. Quand je vois qu'Extinction Rebellion, ils peuvent rassembler des milliers et des milliers de gens sur Internet, je me dis mais en fait on devrait tout pouvoir d'une certaine manière, on aurait tous les pouvoirs. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire et par où on commence ? Je pense que c'est un peu la question. Aujourd'hui, les écologistes sont à la fois très faibles d'un point de vue politique. Je ne veux pas m'attarder sur les partis écologistes, mais aussi parce qu'il y a une résistance absolument extraordinaire en face, mais aussi parce que je pense que la question, c'est difficile de cristalliser le quoi dans l'immédiat avec qui. Mais je pense qu'on pourrait essayer d'imaginer, pour le coup, ça pourrait être assez marrant, si on réunit 30 000 personnes, on fait quoi ? Avec 30 000 personnes, on peut vraiment foutre un bazar, mais de folie, et tout à fait pacifiquement en plus. Oui, ce serait hyper intéressant. Hein. Mais ça dépasse largement la question des scénarios. Mais moi, je crois que déjà dans les scénarios, ou dans les films, ou les séries, ce qu'on cherche, enfin, moi, ce que j'ai l'impression qu'on cherche à faire, c'est remettre de la complexité dans ce sujet. C'est-à-dire que quelqu'un qui va avoir un film qui traite de ça,
soit un peu bouleversée au sens premier du terme, c'est-à-dire soit pas exactement la même personne en sortant qu'en rentrant, ce qu'on essaie de faire avec un film ou une série de façon générale, mais que là ça puisse se produire sur ces questions-là, qu'on puisse peut-être réinterroger justement des trajectoires de sens, parce que c'est fondamentalement le problème de notre société, c'est de réinterroger le sens. Où est-ce qu'on va ? En tant que société, on va où ? On veut construire quoi ? Qu'est-ce qui serait la garantie que on a construit une société d'une certaine manière saine, où on a laissé le monde un peu meilleur qu'on l'avait trouvé. C'est quoi les indicateurs de ça ? Ça, c'est ce qu'on a besoin de réinterroger profondément aujourd'hui. Donc, avoir des personnages qui traversent ces questionnements de sens et qui ont des trajectoires de sens différentes, pour moi, ça me paraît très intéressant. Et puis, ce que je disais tout à l'heure, réouvrir des imaginaires. C'est-à-dire que c'est quand même notre matériau premier, l'imagination. Donc, être capable d'imaginer des trucs qu'on n'avait pas imaginés jusqu'à maintenant, et je sais pas quoi. Et peut-être qu'on peut imaginer des trucs qui existent déjà, que plein de gens ne connaissent pas, mais on peut aussi imaginer des trucs qui n'existent pas du tout. Et peut-être que c'est intéressant, ça. Ne serait-ce que pour, encore une fois, décloisonner, déverrouiller ce muscle qui est un peu atrophié. Et qui est aussi un peu atrophié parce qu'on lui donne à manger toujours la même chose, et de façon aussi permanente et automatique, avec des smartphones et tout ça. Et du coup, peut-être pousser un peu les gens, les spectateurs en tout cas, à aller voir derrière un récit qu'on nous propose comme un acquis et qu'il n'est pas tant que ça, en fait. Mais en fait, au-delà de pousser les gens, c'est-à-dire que c'est la même chose que quand ça m'arrive hyper souvent dans des salles de personnes qui me disent comment est-ce que je fais pour convaincre les gens, comment je fais pour convaincre ma mère, elle s'en fout. Et la plupart du temps, je leur dis, je pense que le premier truc à faire, c'est d'arrêter d'essayer de les convaincre. Je pense que c'est le premier truc à faire, vraiment. Ça ne marche pas du tout. On a plein de gens ont essayé avant vous. Vraiment, ça ne marche pas. Et en revanche, ce que vous pouvez essayer de commencer à faire, c'est cette fameuse citation de Gandhi, qui doit être fausse sans doute, parce qu'on l'a trouvée sur Internet, mais qui dit, quand il disait montrer l'exemple n'est pas la meilleure façon de convaincre, c'est la seule. Donc, commencez peut-être par faire des trucs vous, pour que les gens autour de vous se posent des questions, se disent ah ok, tu manges pas de viande, pourquoi et sans les engueuler, et sans leur dire que ce sont des affreux terroristes, enfin des gens qui mangent des cadavres et tout ça. Juste dire voilà, moi je fais ça pour ça. Je te demande pas de faire la même chose, mais moi je fais ça pour ça parce que en termes d'éthique, de dignité, de sens que je donne à ma vie, je fais ça. Et très souvent ça marche mieux. Donc moi je me dis en tant que scénariste, le fait d'être capable, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, de vivre des trucs, de traverser des trucs intimement, ça nous donne une chance. Et c'est pareil pour les acteurs ou les actrices. Je veux dire, si sur un plateau, un acteur ou une actrice n'est pas traversé par quelque chose, il y a très peu de chances qu'un spectateur ou une spectatrice dans une salle puisse être touché. Donc de la même façon, quand on écrit une histoire, comment est-ce qu'on fait pour être traversé par ça ? Pour que ça puisse atteindre éventuellement quelqu'un à l'intérieur de lui et remettre en question un peu sa représentation du monde. Et déjà, c'est énorme si on arrive à faire ça. Avant de se dire, bon, alors, est-ce qu'on change toute la représentation du monde juste avec ce film ? On sait qu'on peut pas. Moi je pense que ça marche mieux en comédie. Moi, par exemple, la seule chose écologique que je fais vraiment très bien, c'est de trier. Je trie de manière absolument fanatique. Non, pas forte, mais alors, par contre, je m'applique, quoi. Vraiment. Et puis, en plus, j'adore ça. Il y a une espèce de plaisir bizarre de chacun son truc, etc. Et il y a même les capuchons là pour l'association pour les handicapés. Et dans mon immeuble, il y a une concierge. Elle a 80 ans, elle travaille toujours, et elle s'appelle Germaine, vraiment. Et alors, une fois que moi j'ai bien trié, j'ai mis mes cartons, mes machins, etc., elle fait sa poubelle. Et donc, elle récupère les containers de poubelle de l'immeuble, et alors, elle tapisse la poubelle des déchets alimentaires avec les cartons, parce que comme ça, c'est plus propre à l'intérieur. Ensuite, elle met une couche de déchets pas recyclables. C'est de lasagne, quoi. Puis, elle met une couche de carton, et puis une couche, etc. Et ça... Moi, je pense qu'en comédie, ça marche super bien. Parce que la pauvre bobo idiote, il fait son petit truc, etc. Et on se voit en bas, Germaine qui tartine ses lasagnes de mélange, etc. Et tout ça va dans la même benne. Ça marche. Je sais pas quel impact ça a sur la représentation, mais je suis sûre qu'en comédie, ça marche.
Moi, je voudrais en profiter parce qu'on est rarement autant de scénaristes dans une même pièce, donc en profiter pour poser une question. La première, je vous fais pas lever le doigt parce que tout le monde va lever le doigt, c'est qui se sent concerné par ces thématiques. Mais la deuxième qui m'intéresse, c'est qui d'entre vous a mis les mains dans le cambouis déjà et s'est essayé à intégrer ces thématiques dans ses récits? Est-ce que vous pourriez lever le doigt? C'est la moitié, quoi. Un peu moins. C'est impressionnant. Et qu'est-ce qui vous a... Et qui a réussi à les faire? Qui a réussi à apporter son... Est-ce que le récit est arrivé à l'écran? Pour qui? D'accord. Ouais. Et ceux qui se sentent concernés mais qui n'ont pas passé le pas, c'est quoi? C'est un problème de légitimité? C'est un problème de vous dites que vous n'allez pas réussir à vendre le récit? C'est quoi? Enfin, si quelqu'un est d'accord pour répondre, je trouve ça quand même intéressant de voir ce qui bloque sur les gens qui se sont pas encore lancés en fait. Est-ce que c'est la peur de pas techniquement s'y connaître assez? Est-ce que quelqu'un veut... Du coup, personne ne veut répondre. Ça ne regarde que moi. Merci. La Bretagne. Heureusement que tu es là. J'ai de l'électricité, je vais en profiter. Et les algues vertes. Et non, pour répondre à... Ça marche pas? Si, ça pour marche. répondre à ta question, je travaille sur un sujet en ce moment et puis depuis que j'assiste à votre... Et effectivement, je m'informe beaucoup sur le sujet et voilà, je suis absolument convaincue et effrayée. Moi, par exemple, je travaille sur un sujet en ce moment qui n'a rien à voir avec l'écologie et je me dis, tiens, comment je pourrais au moins... Mais j'ai peur d'être didactique parce que je suis comme toi, Anne. Moi, le petit geste montré, le mec à vélo, machin et tout. Oui, mais je pense que ça n'a pas grand impact. Quand tu prends l'exemple de la comédie pour trier les déchets avec ta concierge, en même temps, moi j'ai un copain qui est journaliste scientifique et qui tripue ses déchets, enfin, qui s'occupe du climat et tout, enfin, qui le fait à minima. Je dis mais toi, tu le fais pas? Il fait mais non, 80% de nos déchets à Paris sont envoyés à l'étranger. Donc il fait bon, il y a voilà, je préfère écrire des articles, enfin tu vois, voilà. Et donc voilà, je pense que c'est un Désolé peu... tout le monde pour vos bennes de tri. Pardon? Non, je dis désolé tout le monde pour vos bennes de tri parce que je pense que tout le monde fait un peu d'effort, tu sais. Pour rien. Personne va trier cette voilà. Non, j'ai Bravo, rien dit. félicitations. C'est faux. C'est parce que j'ai un micro, il faut que je raconte des trucs. Et voilà, donc j'ai mon sujet qui n'a rien à voir avec l'écologie. Je me pose la question, je me dis, bon, les métiers, oui, pourquoi pas. Bon, si je peux placer un mec à vélo ou qui fait je sais pas quoi, et pourquoi pas. Mais sinon, j'ai peur de, du coup, forcer, tu vois, de faire rentrer cette thématique-là dans mon sujet qui n'a rien à voir. Donc, du coup, je le fais pas. Voilà, j'ai peur d'être un peu démonstrative, faire un truc qui n'a rien à voir avec la choucroute. Enfin, voilà. Donc, je me dis, bon, ce sera pour un prochain sujet. Voilà. Je dis juste un truc pour pas l'oublier. Non, mais c'est hyper intéressant par rapport à ce qu'on se disait tout à l'heure, d'un moment intégrer cet élément-là, parce que moi qui fais ça depuis, enfin pas écrire des scénarios, mais de m'intéresser à la question écologique depuis, je sais pas, 15-20 ans, en fait, dans toutes les situations de la vie, ça se présente. C'est-à-dire que c'est vraiment une autre façon de regarder le monde. Et d'une certaine manière, sans essayer de le rentrer au forceps, qui est un truc justement démonstratif et illustratif et je ne sais quoi. En réalité, si on commence, nous, à regarder le monde complètement différemment, en fait, on va se rendre compte que tous nos personnages sont tout le temps confrontés à des situations qui ont trait, de proche ou de loin, à la question écologique. Quand même, malgré tout. Oui, je suis absolument d'accord, mais par exemple, tous les personnages n'ont pas une conscience écologique. Tu vois ? Il ne s'agit pas qu'un personnage ait une conscience écologique pour que le projet porte la question écologique. Là où ce qui est dingue, c'est que au-delà de nos personnages, je pense que tout le monde dans la pièce aujourd'hui est confronté à un moment ou à un autre. Et c'est pas une Bretonne qui va me dire le contraire à la question écologique. Mais je suis... Enfin, vous prêchez une convaincue. Voilà. Mais moi, là, je parle de... Je réponds... Tu vois, non, mais c'est compliqué. C'était pas pour entrer en contradiction, mais c'est hyper compliqué. En tout cas, moi,
voilà, je dis bon, il y a une scène, ils mangent, ok, ils vont pas manger de viande. Moi, je mange pas de viande, ok, ils vont pas manger de viande. Je suis entourée de gens qui mangent de la viande. C'est comme j'ai eu la discussion avec un copain qui disait oui, il faut plus mettre de fumeurs dans les séries. Il faut plus mettre de fumeurs parce que voilà, il y a l'industrie du tabac, ce que tu disais, Cyril, tout à l'heure. Enfin, ça a un impact énorme. Et bon, je réfléchis à la question. C'était il y a quelques années où il y a de moins en moins, quand même, les gens fument un peu moins. Mais je me disais, mais ouais, mais il y a. Enfin, moi, mon personnage, j'ai envie qu'il fume, je vais le faire fumer, quoi. C'est pas un tract, je suis pas en train de, tu vois, d'écrire un. Je trouve ça compliqué. Voilà. C'est pas grave si dans l'épisode 5, il meurt de la cigarette. Ouais, voilà. Mais de la même façon, tu vois, au lieu de te dire, bon, ils vont pas manger de viande et je fais ça comme un tract, ça peut être un mini-sujet de genre, putain, on bouffe encore du quinoa, là ? Tu vois, que ça soit un conflit entre des personnages. Parce que dans la vie, c'est quand même des conflits tout le temps. Enfin, moi, je sais que je suis plus complètement végétarien maintenant, mais je l'ai été pendant longtemps. C'était tout le temps un sujet. C'est-à-dire que si tu as un personnage, et tu peux te dire que tu as un personnage qui ne mange pas de viande, et tu en as plein qui en mangent, si tu as un personnage qui mange pas de viande qui arrive quelque part, honnêtement, d'expérience dans la vie, ça fait réagir les autres. Vraiment. Et même pour rien. C'est-à-dire, tu es au resto, tu dis, vous avez une option végétarienne, et t'as des gens qui sont là, oh putain, oh là là, et t'es là, mais je t'emmerde en fait, dans ton assiette. mais je t'ai rien demandé, enfin tu vois, je t'ai bouffe ton truc, enfin tu vois, tout va bien. Mais ça fait réagir les autres. Et en fait, ce truc devient de plus en plus fréquent. Et sur parfois des détails, et parfois c'est vrai que c'est de la comédie. Moi, j'ai des copains, si tu veux, quand je vais chez eux, ils cachent des trucs. Ils cachent le Nutella en disant « C'est pas moi qui l'ai acheté ça. C'est pas moi, c'est quelqu'un qui l'a apporté. » Voilà. Et comme j'en mange pas, bah, y en a encore. Et tu dis... Tu dis, mais j'ai rien dit, en fait, tu vois. Tu veux cacher autre chose ? Tu veux que je te laisse 5 minutes ? Tu vas cacher des trucs dans les placards ? Et en fait, ça arrive de plus souvent dans la vie parce que ce sujet est en train de devenir comme ça, tu vois. Et je me dis, on a plein d'occasions de vrais enjeux dramatiques. Et encore une fois, normalement, nos personnages, ce que tu dis, quand tu dis, moi, mon personnage, il fume, tu vois. Mais nos personnages, de plus en plus, ils sont confrontés à ça. Enfin, je veux dire, ils vivent dans un monde où c'est un sujet. Et c'est un sujet qui devient, comme tu le disais, un peu transversal. Et donc, même sur des petits trucs, je pense qu'il faut justement pas que ça soit accessoire, que ça soit pas, je place un petit truc. Il faut que ça soit vraiment dans le ressort des personnages qui sont vraiment, pour de vrai, confrontés à des choses qui ont trait à l'écologie, parce que c'est le monde dans lequel on vit. Et si on le fait pas, c'est un peu ce que je me dis tout le temps. On parlait de climato-scepticisme tout à l'heure. C'est quoi le problème la plupart du temps ? C'est que tu vas regarder un documentaire, tu vas regarder tu vas lire un essai ou écouter une émission à la radio qui t'explique que le changement climatique c'est hyper grave, que peut-être cette planète va devenir inéluctable. Et après tu sors et tu regardes les gens et tout le monde fait comme si de rien n'était. Tout le monde continue à vivre exactement pareil. T'es dans un dîner, le mec il te dit bah ouais, là je vais aller skier un peu en Corée et puis non mais je vais peut-être aller à Marrakech cet hiver parce que. Et tu te dis, mais t'en as rien à foutre en fait. Enfin, je veux dire, c'est comme si ça n'existait pas. Et donc il y a quand même quelque chose qui se passe dans notre tête qui se dit, mais attends, si personne ne fait rien, si personne réagit, si personne n'agit en conséquence, c'est que ça doit pas être si grave. Sinon tout le monde ferait quelque chose. Tu vois, demain on te dit, je sais pas, il y a la Russie qui va attaquer la France. Je peux te dire que tout le monde est un peu comme ça. Même là, le conflit israélo-palestinien, tout le monde en parle un peu, tu vois. Donc tu te dis, il est vraiment en train de se passer quelque chose puisque tout le monde en parle. Alors que ce truc-là, personne. Enfin, tu vois, ça change un tout petit peu, mais personne n'en parle et personne n'agit en conséquence. Donc si on fait des films où personne n'agit en conséquence, ça veut dire que le sujet n'existe pas. Et que ces personnages vivent dans un monde où ce sujet n'existe pas. Mais c'est ça l'effet surtout, c'est que progressivement, la fiction se dissocie de la réalité. Parce qu'en fait, tu regardes ta télé, et je suis le premier concerné, on n'en parle pas. Et moi, je suis dans une vie où, effectivement, c'est difficile d'allumer la radio sans entendre parler d'une tempête en Bretagne, d'une sécheresse. Et donc, de fait, ça crée petit à petit une distance entre... et donc, il ne s'agit même plus uniquement de ce qui nous ramène ce soir, c'est-à-dire quelle pierre on peut poser sur l'édifice. C'est est-ce qu'on n'est pas en train, progressivement, de faire des fictions qui s'éloignent de raconter des histoires dans un monde qui n'existe pas. Qui n'existe pas. Ouais.
Moi, j'ai une question, c'est et le règne animal, est-ce que ça fait jurisprudence? C'est-à-dire un film, on ne sait pas de quoi ça parle, mais ça nous bouleverse. Est-ce que ça peut être une solution? Je veux dire, ça nous bouleverse, ça nous donne envie d'aller dans la forêt, ce genre de truc. Vous voyez par contre, on ne sait pas de quoi ça parle écologiquement. Ouais. Mais tu sais, c'est Bob Dylan qui disait « Les gens ne comprennent rien à mes chansons, moi non plus. » Il disait de Like a Rolling Stone, il disait c'est un peu comme si un fantôme venait de t'apporter une chanson, tu comprends rien, mais tu l'as fait. Et c'est ce que je voulais dire dans le fait que les choses nous échappent aussi. Moi j'adore, en tout cas, et j'ai aimé le règne animal, même si j'aurais des trucs à dire, mais notamment sur la représentation justement des animaux, et bon bref. Mais ce que je trouve super dans ce film, c'est que déjà, il y a un geste cinématographique très audacieux et que ça fait du bien, vraiment. Et qu'il y a quelque chose, effectivement, qui échappe à toute forme de... ça voulait dire ça. Et que, du coup, tu puisses ressortir de ce film-là en ayant compris plein de choses. Pour moi, un film qui a suffisamment de complexité pour que 5 personnes différentes aient compris des choses un peu différentes et regardent le monde un peu autrement, justement parce qu'ils se sentent bouleversés, et que le fait d'être bouleversé, c'est justement le fait que tu cherches à nouveau un endroit un peu solide où mettre ton pied parce que tu sais plus. Moi, ça, je trouve que c'est une fonction du cinéma et que c'est super à ce titre-là. Moi, ce qui me préoccupe, c'est la polarisation sociale sur ces questions-là. C'est-à-dire qu'on est une partie du public qui se passionne sur ces questions, qui s'informe, qui aille voir des œuvres, qui alimentent justement à la fois leur connaissance, leur imaginaire, leur désir d'action, etc. Et puis qu'on est par ailleurs une grande partie de la population qui, au contraire, n'aille pas vers ce genre de choses. Je remonte, excusez-moi, je me sers de mon expérience de militante, mais j'ai connu une époque où, moi je suis née en 70, à la télévision française, il n'y avait aucune représentation d'homosexuels, jamais. Par contre, il y en avait au cinéma. Il y avait des films, des beaux films en plus, sur l'homosexualité. Et puis, sont apparus au cours des années 80, dans le mouvement militant par ailleurs, des films qui étaient plus des bluettes, des comédies, des machins un peu marrants sur l'homosexualité, qui étaient à l'usage des homosexuels, très clairement. C'était ce qu'on retrouvait en festival. On allait regarder ces trucs et ça nous faisait du bien, ça nous faisait marrer, on n'était pas dans la tragédie, et on se renforçait dans notre idée qu'on était un peu légitime quand même, et qu'il y avait au moins des espaces où on existait et où on avait le droit d'exister. Et puis quand est arrivé le premier débat sur est-ce qu'on va avoir une reconnaissance des couples homosexuels, l'opinion publique était encore majoritairement contre. Et puis il a fallu plusieurs années pour qu'il y ait une bascule. La bascule a été spectaculaire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais sur 5 ans, on est passé de 70% des gens qui étaient contre la reconnaissance des couples homosexuels à 70% des gens qui disaient ah oui, c'est quoi le problème ? Il n'y a pas de problème. C'est pas la fiction qui a opéré cette bascule. Elle y a contribué sans doute, mais pas beaucoup, et surtout pas la télé, qui était d'une prudence extrême sur ces questions-là. Je ne parle pas des quelques trucs sur Arte. Mais voilà, il n'y avait pas cette bascule. Qu'est-ce qui a fait basculer ? C'est les talk-shows. Je déteste les talk-shows, mais vraiment, je les déteste. Mais je suis bien obligée de reconnaître que la manière dont l'opinion publique a été travaillée, et là je parle de l'opinion publique en profondeur, c'est-à-dire l'opinion publique qu'on retrouve dans toutes les strates de la société, qu'on retrouve à la campagne, qu'on retrouve dans des quartiers ouvriers, etc., a été travaillée par le talk show. Et pourquoi ça marchait ? Ça a marché parce que ça fonctionnait sur des témoignages de gens qui étaient des gens qui n'avaient pas d'aura particulière, qui n'avaient pas d'approche particulière. C'était des gens, c'était le voisin, c'était la voisine, il se trouvait qu'ils étaient homosexuels, donc on ne l'avait pas imaginé, mais si. Et donc ces gens commençaient à raconter leur vie et les problèmes qu'ils avaient eu avec leur papa, leur maman, ils avaient eu un enfant quand même, ils étaient allés en Belgique, etc. Et les gens se sont dit, ah ouais, mais c'est vrai, en fait, c'est quoi le problème ? Je trouve que ça pose vraiment la question de savoir comment on va chercher le grand public. Parce que le grand public, il est aussi travaillé par des dénis immenses et insurmontables. Je vous donne un exemple tout bête. Moi, en ce moment, je passe beaucoup de temps à Dunkerque. Je suis dans un quartier qui est pas loin de la mer, qui est un quartier nouveau. Alors, il est éco-quartier, la mer va monter un de ces jours. Ça paraît assez évident. Ce quartier, il est à 2 mètres au-dessus de l'eau, quoi. C'est tout plat, comme toute cette région. Il y a des maisons qu'on construit à cet endroit, aujourd'hui.
personne ne pose la question de mais en fait, qu'est-ce qui va se passer quand l'eau va monter? Pourtant, on sait bien que l'eau va monter quand même. Et qu'il va y avoir des tempêtes. Un jour ou l'autre, je suppose que ce quartier va être envahi par les vagues. Ça paraît, voilà. Comment ça se fait qu'on vend des maisons dans des zones dont on sait que dans quelques années... Normalement, quand on achète une maison, on se dit il y en a au moins pour 100 ans, quoi. Non, ah bon, on construit des maisons aujourd'hui. Il y a des gens qui acquièrent des maisons dans ce quartier. C'est beaucoup des ouvriers. Hein. Et Dunkerque, c'est une ville vraiment industrielle, qui en plus va avoir maintenant une grosse usine de batterie. Donc il va y avoir plein d'emplois nouveaux. Les gens vont devoir s'installer dans cette région. Ils vont avoir besoin de logements. Ce quartier, qui est une ancienne friche industrielle, va se déployer. Il y a un énorme déni collectif qui est à tous les étages de la société, aussi bien en haut qu'en bas. Et je pense que cette question de savoir comment on emporte avec nous des gens qui ont toutes les raisons de s'angoisser sur leur avenir, parce que leur maison va se disloquer, parce qu'ils ne peuvent pas changer la voiture. Il y a une grande partie des Français, si la voiture tombe en panne, c'est la fin de leur vie. Ils n'ont pas de quoi la changer, la voiture. Donc, on peut toujours arriver avec des fictions qui leur disent, dis donc, il serait peut-être temps de se réveiller. Mais ils n'ont pas forcément les solutions derrière. Voilà. Donc, ce déni, il est légitime d'une certaine manière. Je suis désolée de le dire comme ça, mais je pense qu'il y a une part de légitimité dans ce déni, parce qu'on ne propose pas aux gens des solutions à leur situation. Et donc, je trouve que notre question de la fiction ne se pose pas uniquement en tant qu'un objet autonome. Elle se pose forcément sur comment on fait rentrer les gens dans des questions qui sont objectivement très inquiétantes à minima, et comment cette fiction ne les met pas juste devant un sentiment d'impuissance, parce que c'est quand même, je pense, collectivement au niveau de ce pays et sans doute bien d'autres, un sentiment collectif d'impuissance qu'on a sur le plan politique, notamment. Peut-être justement se mettant à leur place, c'est ce que tu disais un peu tout à l'heure, c'est une histoire de point de vue. C'est-à-dire pas en les regardant, en leur disant il va falloir se lever, mais en se mettant dans leur position. Quand tu parles d'un quartier qui va prendre l'eau, d'une maison, d'une voiture qui peut... C'est intéressant ce que dit Alain Damasio quand il dit que la fiction peut permettre de pré-scénariser des comportements. C'est-à-dire que si on voit et si on s'identifie à des personnes qui réagissent d'une certaine manière X fois dans X nombre de fictions, et ça s'est passé, hein, on peut être tenté dans le réel d'adopter un comportement particulier. C'est ce que je disais par rapport à Fauda, quoi, de se dire un terroriste ou au contraire non. Et peut-être que justement dans des situations de détresse, le fait de voir des personnages créer des formes de solidarité, justement rechercher le fait d'être ensemble et de s'aider plutôt que d'être dans des situations hyper d'individualisme où la situation c'est une appli, où c'est justement une espèce de Deus ex machina technologique ou je ne sais quoi, ça peut avoir un impact, un peu, peut-être. Oui, vous avez parlé de séries télé et de longs métrages, et je voulais savoir si vous aviez des réflexions sur l'animation, notamment jeunesse, parce que c'est quelque chose où la pédagogie, j'ai l'impression, est assez acceptée aussi, et qui construit beaucoup l'imaginaire pour le coup. Je pense que c'est un outil extraordinaire. Voilà, l'animation, c'est magique. C'est magique. Et par ailleurs, c'est vrai que c'est le grand public par excellence. Merci. Non, mais c'est vrai. Non, mais il faut voir comment. Et là encore une fois, on parle de. Bon, tout dépend de la puissance de feu et des. Pour prendre vraiment une très mauvaise métaphore, mais en tout cas de la capacité à toucher un large public. C'est vrai que quand on voit ce que Pixar a pu faire sur des vice-versa ou sur des Saul ou sur des endroits où justement on accepte aussi un tout petit peu plus d'histoires où il y a des archétypes, quoi. Même si ils arrivent à y introduire de la complexité, mais la construction même de ces histoires et l'acceptation qu'on peut en avoir en tant que public, justement qu'on nous raconte une belle histoire qui n'a pas forcément besoin, je sais pas, je pense à Lao aussi de Pixar ou à Wall-E, il y a des trucs qu'on peut faire qui sont vraiment géniaux et qui touchent pour le coup des êtres humains qui sont de tous âges et dont certains qui sont en train de construire leur représentation du monde, qui sont en train de construire leurs valeurs, qui sont en train de construire une grille pour décoder la réalité. Et c'est quand même génial de pouvoir faire quelque chose à ce moment-là.
Oui, ça serait juste pour peut-être donner quelques pistes pour celles et ceux qui justement ne font pas partie des personnes qui sont déjà engagées, qui ne savent pas exactement trop comment faire. Il y a un moyen qui est important aussi de se dire, aujourd'hui, si peut-être vous avez du mal à faire rentrer ces thématiques-là dans vos fictions, c'est parce que possiblement aussi vous essayez de les faire rentrer dans une société avec laquelle elles ne sont pas compatibles. Il y a aussi, je dirais, dans la démarche, rompre avec la réalité, vraiment. C'est-à-dire que essayer de faire rentrer ces pratiques-là, ces thématiques-là, dans un système totalement capitaliste, ça crée cette dissonance cognitive qui fait que on se dit non mais ça marche pas, c'est pas crédible, les gens vont pas le croire. Aller vraiment vers l'utopie. C'est-à-dire vraiment imaginer une société, par exemple, je sais pas, on sait très bien que quand on crée un univers, dans les 5-10 premières minutes, tout ce qu'on pose, ça devient la réalité pour les spectateurs. Si au bout de 2 minutes il y a un chien qui parle, ok, on est dans un univers où les chiens parlent. Donc imaginez partir sur des sociétés différentes. Être vraiment, et ça peut être un moyen de raconter des histoires en partant d'une réalité alternative qu'on n'imagine pas forcément, mais qui vous permettra aussi d'aller plus naturellement dans ces récits-là, parce que dans cet univers-là, on imagine que c'est beaucoup plus possible et que c'est beaucoup plus naturel, et il n'y a pas les freins de notre réalité et de notre façon de penser qui justement nous bloquent en nous disant oh, mais ça, les gens ne vont pas y croire. Donc c'est déjà une piste. Et ensuite, ne pas être seul pour développer ces histoires-là. Vraiment, on sait qu'il va falloir convaincre un producteur, et on sait que derrière, le producteur va pas être chaud parce qu'il sait que les diffuseurs n'ont pas forcément des cases pour ça. Donc vraiment, essayez de vous rassembler. Si vous êtes 3-4 scénaristes à porter un projet qui véhicule ces choses-là de façon directe ou en pédagogie clandestine, peu importe, si vous avez dans vos connaissances un scénariste qui a quelques entrées dans une chaîne, qui a un producteur fait confiance, et bien peut-être que justement si vous vous rassemblez et que vous créez justement cette synergie-là, les choses se feront plus facilement, parce que vous montrerez que vous êtes plusieurs déjà à porter ce projet-là et que vous êtes plusieurs dans cette envie-là. Donc ne soyez pas seul, et vraiment ça aide énormément. Alors, moi qui ai tendance à être pessimiste, il y a quand même un truc qui me paraît intéressant d'un point de vue stratégique, c'est que officiellement, aujourd'hui, tous les diffuseurs sont écologistes. Enfin, ouais. Officiellement, ils le sont tous. Enfin, je veux dire, comme ils sont féministes, en tout cas pour l'égalité, etc. C'est déjà mieux que s'ils ne l'étaient pas. Je veux dire, de fait, la question de savoir comment on les prend au mot. Je rembobine un tout petit peu. Quand la SACD a sorti les chiffres du nombre de femmes parmi les réalisateurs, et qu'on a compris qu'elles étaient, à l'époque, 5%. Et alors qu'on avait affaire à des diffuseurs qui officiellement étaient favorables évidemment à l'égalité des sexes, le chiffre a eu un impact politique énorme. Je veux dire, ça a transformé la politique, alors pas immédiatement certes, c'est encore du work in progress, n'empêche qu'en quelques années, avec un peu de volontarisme, il y a des choses qui ont vraiment changé. Et on a entendu des choses du genre, maintenant ils prennent des femmes, même quand elles n'ont pas d'expérience, les parents, elles ne savent pas réaliser, elles réalisent quand même. Bon, ouais, super. Et je pense que les diffuseurs, aujourd'hui, sont tous dans des process, justement, de baisse de leur impact carbone, etc., etc. On est peut-être dans un moment où on pourrait avoir des démarches où on les prenne au mot et on trouve les chiffres, les machins, etc. Enfin, on fasse des campagnes, en fait. Je parle de campagnes politiques pour que le discours soit mis en face des actes. Voilà. Et je pense que ça pourrait certainement pas métamorphoser le secteur, mais ça pourrait ouvrir des brèches. Je fais une petite parenthèse qu'on développera un peu plus tout à l'heure, mais pour avoir des chiffres, il y a des gens qui y travaillent et qui vont vous présenter leur travail
à la fin de cette table ronde. Voilà, les chiffres sur la représentation des Français racisés ont fini quand même par porter un peu leurs fruits, à force que le CSA dise, je sais pas, il y a eu une année, il n'y a pas longtemps, il y a 4-5 ans, 50% des personnages non blancs qui étaient représentés à l'écran étaient des délinquants. Je ne sais pas si vous imaginez, non seulement en termes de représentation c'est scandaleux, mais vous imaginez la vie d'un comédien d'origine maghrébine, ça veut dire 50% des rôles qu'on lui propose, c'est des rôles de délinquants, c'est d'une violence folle. Ça a fini quand même, ces chiffres-là, par avoir un effet où l'indécence de la situation a quand même fini par gêner aux entournures et faire prendre conscience que il y avait un travail à faire ça prend du temps, je trouve, quand même, mais de fait... Il y a eu là aussi en quelques années vraiment un début de bascule. Voilà, ce genre de stratégie peut porter ses fruits, au moins en partie, je pense. On a été très nombreux face à des diffuseurs qui nous ont dit « Ah non, mais l'écologie, on l'a déjà traité. Là, on a un unitaire en 2018 qui... » Donc c'est bon, en fait, on a nos... On a le quota. Je pense que les mettre face à leurs chiffres, ça pourrait porter la... Il y a ça, mais il y a aussi justement sortir de cette idée, juste en 2 secondes, mais qu'il faut traiter l'écologie et commencer à se dire que, encore une fois, on vit dans un monde où le climat se dérègle, on vit dans un monde où les espèces disparaissent. C'est le monde dans lequel tous les personnages de tous les films, de toutes les séries qui se passent aujourd'hui, ou éventuellement dans le futur, vivent. Ils vivent dans ce monde-là, en fait. Donc il ne s'agit pas de faire... C'est exactement comme ce que tu disais sur le féminisme. On a fait un film sur le féminisme, mais là, dans celui-là, c'est bon. En fait, ils peuvent mettre des mains au cul et les traiter de salopes. Ça va, parce qu'on en a déjà fait un. Tu sais, c'est la journée de la femme. Mais le déni est parfois spectaculaire. Il y a un exemple qui est souvent pris et qui avait été présenté dans une édition précédente d'un épisode de Grey's Anatomy où toute l'intrigue tourne autour d'une canicule. C'est un service d'urgence. Toute l'intrigue tourne autour de la canicule et pas une seule fois n'est évoquée la question du réchauffement climatique. Alors, est-ce que c'est du déni volontaire, involontaire probablement. Mais à quel point on est prêt à tout pour ne pas le traiter, même quand on le traite. Mais du coup, excusez-moi, ça veut dire que dans un sens, si on compare aux représentations, justement, au fait que, au pourcentage de femmes réalisatrices, est-ce qu'il faut en passer par la coercition, simplement, par des obligations? C'est presque un acte politique de dire ça suffit de représenter un type qui prend 4 jets privés dans une série et de le représenter de manière positive. Je me pose vraiment la question parce que moi je serais convaincu. Mais évidemment, la liberté de création, la liberté des gens de se déplacer s'ils ont envie d'aller en vacances, de passer un week-end au Burundi et puis d'aller au Vietnam juste après, c'est leur liberté. Est-ce que finalement, si on a envie, on est tous réunis ici, j'ai l'impression, pour sauver le monde, entre guillemets, il me semble qu'on est un peu en train de perdre. Bon courage. Donc, est-ce qu'il faut en passer par là? Est-ce que finalement c'est une forme d'automodération de chacun d'entre nous? Ou est-ce qu'il faut un acte politique? J'ai l'impression qu'il est... Mais là, vous êtes en train de parler des représentations dans le cinéma ou vous êtes en train de parler de la société de façon Non, générale? je parle dans la fiction. Faire des quotas dans la fiction. Non, mais voilà, simplement. Ouais. C'est-à-dire des choses qu'on ne puisse plus représenter. C'est-à-dire de se dire, là, il y a un type, il a une bagnole qui fait 4 tonnes. Ça me paraît abusé de le représenter là-dedans de manière positive. Genre, il y a un rappeur, il a un Hummer. C'est bizarre, quand même, je veux dire. Il ne faut pas que ça puisse être quelque chose de désirable. De fait, il y a des surveillances sur la cigarette, par exemple. Il y a un certain nombre de choses en télévision, en tout cas, où il y a de la coercition. La représentation des racisés, etc. Justement, je pense qu'aujourd'hui, il y a des quotas qui sont, en tout cas, qui sont encouragés. Est-ce qu'il faut en venir à ça ou pas? Je pose la question. Alors moi, j'ai pas de point de vue sur les quotas, parce que là aussi, comme l'écologie, c'est extrêmement vaste et que ça touche plein de questions, la question, c'est le cahier des charges pourrait être quand même extrêmement fourni. Je pense que ce serait plus puissant d'avoir une extraordinaire cascade à vélo. Voilà, parce que je pense que c'est totalement possible. Voilà, et ça pourrait faire comprendre que toutes les cascades ne sont pas forcément une voiture qui court derrière une autre voiture. Voilà, ça pourrait être un truc. Je suis pas sûre que les quotas suffisent. Maintenant, dans la réalité, je pense que c'est la seule manière d'avancer. Mais je ne crois pas que les comportements individuels auront jamais l'impact nécessaire. Jamais. C'est comme si on disait c'est pas la peine de faire le code de la route. Oh, les gens sont raisonnables.
Ouais, bah en fait, ça rebondissait sur ce que disait Philippe tout à l'heure, mais du coup, on est passé un peu à autre chose. Mais c'est pas grave, c'était intéressant. C'était juste parce que maintenant, moi, la plupart de ce que j'écris, ça parle d'écologie, c'est un peu mes obsessions. Mais j'ai pris un peu de temps à m'y mettre parce que justement, j'avais peur de l'énormité du truc et je voulais partager une lecture qui, moi, m'a vachement aidée, qui est Le Grand Dérangement d'Amitav Ghosh, qui est un romancier indien et qui parle de la difficulté d'aborder ce sujet dans la fiction. Et en fait, ça rejoint ce que tu disais parce qu'il parle beaucoup de la notion de mythe et il revient à des formes un peu anciennes de raconter des histoires aussi, et les contes, etc. Et je suis maintenant pas d'accord avec tout ce qu'il dit, mais je trouve que ce qui est super bien, c'est que ça fait réfléchir et du coup, comme souvent ces événements, on en sort et après, en fait, on est submergé, on n'a plus rien à faire. Je me dis peut-être que pour certains, lire ce bouquin, ça peut être le prochain. Tu peux redire Le Grand Dérangement de Amitav Ghosh. Ça a été traduit en France, je crois, l'année dernière, en français. Voilà. Donc c'était juste ce que je voulais dire, ça avait un lien, mais après, c'était super ce que vous disiez. Donc désolé, j'ai fait bouger la conversation. Bah non, mais Cyril parlait, au téléphone, tu avais parlé à un moment à une époque, c'était pas les mêmes récits, les années 70 aux États-Unis. Il y a une tentative d'un autre type de récit, qui était le mouvement hippie en fait, et qui s'est fait cartonner. Ça s'est fait dans la société de façon générale. C'est-à-dire c'est vrai qu'on se souvient pas toujours que, par exemple, le premier jour de la Terre, en 1970, il y avait 20 millions d'Américains dans les rues, d'Américains et d'Américaines. On a du mal à imaginer 20 millions d'Américaines et d'Américains aujourd'hui, là, descendre dans les rues pour la question. 53 ans après. Ouais. Et il y a eu un mouvement, mais c'est intéressant justement de réfléchir aussi à, et je sais pas quelle est la poule ou l'œuf, mais de la cohabitation entre des grands mouvements culturels et des grands mouvements de la société. Et c'est vrai que, parce que c'est mon goût, mais moi j'ai trouvé très intéressant de regarder la Beat Generation qui dans les années fin 40-50 dit on veut pas de votre cauchemar climatisé, on veut pas aller derrière vos bureaux, on veut pas de votre électroménager, on veut pas de cette société de la consommation, on veut être des hobos dans les rues et bon là c'était traverser les États-Unis en voiture, mais bon bref, à l'époque c'était quand même comme ça, et voilà, et un mec comme Kerouac ou Ginsberg ou Burroughs qui influence énormément des rockers en fait, et Dylan et Bowie et Lennon et Jim Morrison, qui eux-mêmes influencent toute une autre génération parce qu'ils touchent un public beaucoup plus vaste, qui va devenir une génération hippie, qui est plutôt plus écolo, qui est plutôt anticonsumériste, qui est plutôt pour casser justement tout un tas d'interdits sociaux, de rigidités, qui est aussi qui se bat pour l'égalité. Et on voit que tout ce mouvement-là, au moment où justement le mouvement hippie meurt, qu'on arrive au punk, quoi, No Future, il y a une espèce de truc qui s'arrête et qui est balayé par le libéralisme triomphant des années 80, qui du coup se retrouve vachement dans la culture, même Bowie plus du tout la même gueule, et dans la musique et au cinéma, et on voit Michael Douglas et Wall Street, tu vois, c'est des imaginaires qui sont pas du tout les mêmes que ceux qu'on a pu voir dans les années 70, et évidemment tout s'influence, c'est-à-dire que c'est parce que la société est comme ça qu'il y a des gens qui écrivent des films comme ça, et puis c'est parce qu'il y a des films comme ça qu'il y a des gens qui se mettent aussi à réfléchir ou à voir le monde d'une certaine façon, donc c'est pour eux, mais c'est intéressant à regarder, je trouve. Je voulais aussi juste partager une référence. J'étais assez touchée par ce que vous disiez sur le fait de représenter des gens et les motivations en fait qu'ils peuvent avoir derrière les actes qu'ils ont. Et on voit qu'elles sont très différentes en fait en fonction des personnes et en fonction de leur milieu socio-professionnel, de leur âge, etc. Et il y a un site qui s'appelle Parlons Climat, qui met du coup en relief effectivement les autres sujets de société qui existent et qui touchent en relation avec le climat différentes catégories socio-professionnelles. Et je me demandais si peut-être effectivement ça peut s'appliquer à certains personnages dont a priori on se dit qu'ils ne sont pas caractérisés par un sujet environnemental mais peut-être par d'autres valeurs et voir du coup faire émerger des débats grâce à ça. Et personnellement quand j'ai lu, je trouve que quand on le lit on voit directement des personnes avec lesquelles on a pu avoir des débats ou des choses. Et donc en plus, ça remplace pas, je pense, le fait de juste parler à des gens et de savoir qu'est-ce qui a fait
le déclic à travers du coup des milieux différents. Parce que là, c'est vraiment, je trouve, le plus intéressant quand on voit qu'est-ce qui fait. Enfin, c'est des choses très différentes, effectivement. Et ça permet de raconter des choses avec de la profondeur, mais ça, c'est déjà une première piste pour voir un peu la variété. Mais je crois que c'est vraiment le cœur de ce qu'on se disait tout à l'heure. C'est-à-dire que ce qui me touche dans une histoire, effectivement, c'est d'être capable d'adopter le point de vue d'un personnage. Et donc de pouvoir, c'est la vertu du roman, ou c'est la vertu pour moi du cinéma ou des séries, c'est de pouvoir s'identifier à des personnes qu'on n'aurait jamais rencontrées dans notre vie, donc de pouvoir adopter un point de vue sur le monde différent, qui nous enrichit, qui enrichit notre relation au monde. Et donc pour ça, il faut que les personnages aient vraiment des points de vue. Et comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'aujourd'hui, tous nos personnages devraient avoir un point de vue et des motivations qui sont impactées par la situation. Donc, dans tous les cas, effectivement, ce site est vachement intéressant parce que ça montre une espèce de pléiade de situations à laquelle on peut être confronté et qui peuvent être une source d'inspiration pour construire des personnages, mais surtout pour aller creuser, quoi. Se dire, ah bah tiens, oui, j'avais jamais vu ça comme ça, je m'étais jamais dit ça. Bah tiens, mais c'est qui ces gens, en fait? Moi, j'aurais envie de rencontrer des gens comme ça pour comprendre comment ils réfléchissent et du coup, construire des choses, justement, qui tiennent compte du réel, aujourd'hui, avec plein de points de vue différents, parce qu'on est tous dans des milieux, dans des pays, dans des positions différentes. Moi, j'ai l'impression que la représentation de toutes les classes sociales est extrêmement importante. D'abord, c'est important de toute façon, et on n'y est pas. Et je pense que sur cette question-là, c'est particulièrement le cas. Parce que sinon, on est énormément dans l'idéologie, et justement, on est dans la vertu. En réalité, c'est rare. En fait, les gens les plus pauvres, ou en tout cas les moins privilégiés, sont évidemment les plus impactés. C'est ceux qui ont le moins de ressources pour faire face au changement, par exemple. Et je trouve que quand on traite ce sujet-là, il y a souvent cette possibilité, surtout dans la fiction moderne, qui cherche toujours, en fait, à ce que chacun des points de vue soit justifiable. C'est-à-dire que quand on est dans un conflit, qu'on puisse sentir la logique de chacun et le fait que, bon, sauf cas où on a des personnages très négatifs, mais en général, on cherche des personnages qui ont des raisons de défendre leur point de vue. Je trouve, par exemple, sur un sujet comme celle des abattoirs, qui est un sujet passionnel, hein, puisqu'il y a les images, etc., sur les animaux, sur la maltraitance des animaux, etc., qui est extrême, qui sont terribles. Il y a aussi un livre qui a été écrit sur les ouvriers des abattoirs, qui est terrible. Et je pense que quand on approche ce genre de sujet, le fait de ne pas avoir purement un angle sur regarder ce qu'on fait à ces animaux qui est odieux, mais est-ce qu'on peut approcher cette histoire-là par ces gens qui sont pris dans cette histoire, c'est comme ça qu'ils gagnent leur vie, et eux aussi, ils sont dans un état de souffrance extrême en réalité. Et je pense qu'on a la possibilité dans la fiction moderne d'inclure au maximum justement des points de vue contradictoires, ou en tout cas complémentaires, ou qui ne sont pas les mêmes, qui se recroisent, même qui s'opposent, d'une manière qui soit intéressante. Moi, un des sujets très bon motif de crime qui n'a pas encore été utilisé dans un épisode bouclé. Ils sont deux frères. Qu'il y a 50 scénaristes dans ça. Je leur fais confiance. Ça se passe dans un petit village. Ils sont tous les deux agriculteurs, les deux frères. Il y en a un qui passe au bio. Moi, j'ai découvert, en discutant avec des agriculteurs, que passer au bio, c'était rompre avec tout son environnement familial, social. J'étais d'une naïveté totale sur cette question. Je pensais que tout le monde admirait évidemment les gens qui passaient au bio, c'était remarquable. Pas du tout. Dans la réalité, à cause de ça. Voilà, et bien ça, c'est un motif de crime. Il est passé au bio. Moi, ça m'intéresse parce que je n'ai pas fondamentalement. Je me mets dans la position du mec qui a décidé, il arrête les pesticides et le machin, etc. Je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe dans la tête de celui qui se dit c'est horrible, mon voisin est passé au bio. Et bien ça m'intéresse d'avoir les deux points de vue. Ça m'intéresse de comprendre qu'est-ce qui se passe, c'est quoi l'héritage culturel, de valeurs, etc., qui fait que c'est si difficile et si inaudible. C'est un très bon motif de meurtre. Et je pense que en fait, c'est cette complémentarité qui est aussi sociale. Parce que c'est aussi social. Aujourd'hui, le statut social des agriculteurs bio et des agriculteurs non bio, c'est pas exactement le même. C'est souvent pas les mêmes histoires, c'est pas les mêmes trajectoires, c'est pas les mêmes formations. Donc, je trouve que
se poser la question de savoir comment on traite ces sujets-là, mais en incluant des gens qui, culturellement, sont pas aujourd'hui, on va dire, c'est moins qu'on puisse dire, sollicités à s'intéresser à ces questions-là en y adhérant, je trouve que ça, c'est vraiment un angle hyper intéressant parce que je pense pas que ça marche qu'on fasse la morale aux gens. Quand on leur fait la morale, ça marche pas. Enfin, ça marche pour 10% des gens. Les autres, ils ont plein de raisons de pas y aller. Et je trouve qu'il faut les inclure dans l'histoire. En fait, c'est une des qualités de la télévision en général, je trouve. Mais un des trucs qu'on avait à peu près réussi dans Animal, donc qui est un documentaire, c'est qu'on avait fait une scène où on avait les deux héros-héroïnes, la Bella et Viplun, qui étaient des ados de 16 ans, véganes. Et on les faisait aller dans un abattoir, enfin dans un élevage industriel de lapins. Et on les faisait rencontrer l'agriculteur. Et au lieu, en fait, c'est un peu ce que tu dis, au lieu de montrer l'atrocité de tout ça, en fait, on a juste mis en scène une conversation entre eux. Et une conversation assez banale. C'est-à-dire que, bon, bah là, tu vois, on met les lapins, bon, bah, il ouvre une cage. Bon, bah, celui-là, il est mort. Hein. Hop, il le jette. Puis tu vois, les autres, ils ont les yeux comme ça, genre, ils sont là, mais c'est affreux. Et c'était très très intéressant de voir les réactions des spectateurs. C'est souvent la scène que les gens ont le plus retenue du film. Et les conversations après avec les spectateurs montraient que dans un premier temps, il y avait une espèce de rejet, en disant ce mec est vraiment un connard. Et puis petit à petit, on se dit c'est pas sûr. Et à la fin, on se dit en fait, il est en cage avec ses lapins, le pauvre. Il y a vraiment un truc. Et même des gens qui étaient absolument pas, justement, qui n'adoptaient pas le point de vue au départ, qui n'étaient pas véganes, qui n'étaient pas écolo, qui n'étaient pas végétariens, du coup, pouvaient s'y reconnaître en disant bah oui, il a raison. Enfin, je veux dire, si on veut produire vite, pas cher et en grande quantité, faut faire comme ça, quoi. Et en fait, c'était vraiment juste la complexité du truc, justement, accepter d'adopter les deux points de vue, vraiment. Et ça marchait 10 fois mieux qu'en fait simplement dire ah les méchants salauds, parce que on rentrait dans la vraie situation, dans la vraie vie, quoi, dans ce qui se passe pour de vrai. Oui, je trouve ça aussi important de faire la distinction entre sujet et thématique, parce que c'est vrai que si on dit voilà, le sujet de ce sur quoi j'écris, c'est l'écologie, ça peut braquer très vite, et entre autres les diffuseurs, n'est-ce pas, avec ces super arguments de on l'a déjà fait, ou ça n'intéresse pas les gens, ou ça fait peur, ou je sais pas quoi. Alors que quand on parle de thématique, c'est quand même vachement plus dur à attaquer, parce que dans l'exemple que tu suggérais avec ces deux frères dont l'un passe au bio, bah si on dit voilà, moi j'ai créé un truc avec pour thématique l'émancipation, le mythe familial, enfin j'en sais rien, des trucs qui en fait sont beaucoup plus larges et universels, même si l'écologie est évidemment large et universelle, mais en fait c'est peut-être une manière d'envisager les choses, non pas via le sujet, mais via les nombreuses thématiques qu'il peut contenir, et qui du coup sont très liées au personnage directement. Qui peut permettre de peut-être détourner un peu les crispations et éviter même le mot écologie, puisqu'apparemment il est problématique. Ouais. Carrément, mais même si tu dis c'est une histoire de meurtre entre deux frères, parce qu'il y en a un qui est passé au bio. Bon. Parce qu'il y en a un qui est passé au bio. Il est passé au quoi? Au bio. Bonsoir. Moi, j'ai un peu réfléchi à la question depuis quand même quelques années, puisque je suis auteur d'un roman d'une série de romans qui s'appelle Après l'effondrement, que j'ai fait en auto-édition, comme ça, j'ai pas de personne au-dessus de moi et je suis mon autodiffuseur, donc ça m'aide beaucoup. Et quand j'ai voulu le vendre à la télévision, il y a un gentil producteur chez GMT qui a acheté l'option et qui m'a dit ouais, super, on y va, c'est génial. Il y croyait encore beaucoup, moi aussi, et puis finalement, on l'a pas du tout vendu. C'était sans surprise, puisqu'effectivement, tout ce qui est SF, anticipation, c'est niette. Ça, c'est un premier point pour me présenter. Deuxième point, pendant une soirée de la Guilde, il y avait un Holmes qui était là. Et à la fin de la soirée, je lui pose une question publiquement devant tout le monde et je lui dis ben voilà, qu'est-ce qu'il en est du sujet du dérèglement climatique qui est justement transversal et qui concerne tout le monde. Et là, elle avale sa salive, elle réfléchit, elle se crispe un peu, elle me regarde et elle me dit tout ce qui passe aux 20h ne passera pas dans la fiction. Et c'est sans aucune contrepartie. Donc, à un moment donné, quand on veut écrire pour la télévision, il faut savoir qu'on va avoir des réticences énormes
énorme, très puissante. Elle était convaincue, hein, évidemment, du règlement, et évidemment qu'elle est dans le même bateau, on est dans le même vaisseau spatial. Hein, Moi, en ce moment, juste pour te dire, je suis en train d'écrire un truc d'anticipation sur l'écologie pour la télévision. Génial. Bon. Non, mais donc... Super. Non, je pense que c'est possible. C'est bien, ça a changé, tant mieux. Et dernière chose, quand on écrit sur ce genre de sujet, il y a beaucoup de réticences aussi, on l'a parlé tous, c'est dans le grand public. À savoir qu'effectivement, il y a effectivement les climato-sceptiques purs, mais il y en a peut-être un petit peu de moins en moins. Le problème aujourd'hui, il est qu'il ne nie plus le dérèglement climatique, il nie l'origine humaine du dérèglement climatique. Et en fait, ça change tout. Mais alors, absolument tout. Parce que si, effectivement, cette origine n'est pas humaine, tous les gens vont vous dire, à quoi bon ? De toute façon, je continue ma vie tranquille, peinard, on va encore en avoir pour 100 ans, et de toute façon, je serai mort. Donc, vous allez avoir, et nous, collectivement, nous allons avoir beaucoup de réticences, beaucoup de puissance qui vont être contre nous, forcément. Et une dernière chose, il y a aussi la question de la démocratie, savoir à quel moment, nous aussi, on a le pouvoir de pouvoir faire changer les choses, parce que, évidemment, on est dans une sorte d'impuissance politique et de représentation, et ça, je vous fais pas le débat, c'est encore un autre sujet, voilà, beaucoup plus vaste. Donc c'était pas une question, mais c'était juste apporter un peu des réflexions. Est-ce qu'il y a une dernière question peut-être ou une dernière réflexion? Oui, on parle beaucoup là de comment rendre désirable une façon de vivre différente. Est-ce qu'on ne devrait pas réfléchir aussi à une façon de rendre indésirable la vie que l'on mène? Alors je ne sais pas comment, c'est vraiment une... je pense qu'il y a de ça aussi, c'est-à-dire on peut regarder et rendre, je ne sais pas, un personnage qui va se baigner et qui est dans une mer de plastique, par exemple, c'est pas très désirable. Et c'est notre monde, et c'est notre Méditerranée, et c'est plein de mers. Et voilà, il y a peut-être des exemples comme ça à aller chercher dans notre quotidien pour changer des comportements, des gestes qui sont toxiques, mais dont on n'a pas conscience. Il faut peut-être aller chercher de tous les côtés, quoi. Je pense que tu as raison, je sais pas, mais là c'est vraiment un blocage de scénariste. Je cherche la bonne histoire qui ferait ça, mais dans un monde typiquement où je sais pas, quelqu'un qui arrive en Hummer, tout le monde est dans une sorte de genre de désapprobation ou genre c'est la honte, ou les gens se cachent. Bon, après, il y a des trucs qui ont été essayés, hein, comme ça, d'inverser complètement. C'est pas toujours très réussi d'ailleurs, mais notamment sur la question du féminisme. Mais oui, moi, je pense que ça, et particulièrement par le biais de la comédie, ça peut être chouette aussi, de se moquer, quoi. Non, merci beaucoup. Je pense qu'on va vous laisser les mots de la fin, peut-être à tous les deux, s'il y a des choses que vous voulez rajouter, ou est-ce que voilà. Souhaitez peut-être apporter une petite conclusion. Est-ce que ça vous a plu, vous êtes content ce que je trouve hyper positif, c'est que la salle est pleine, quoi. Enfin, visiblement, c'est quand même un sujet qui fait venir les gens et dont on a tous envie de parler. Enfin, on est nombreux à avoir envie d'en parler, semble-t-il. Je trouve ça extrêmement positif. Je ne m'y attendais pas, je dois dire. C'est mon pessimisme qui m'a rattrapé. Mais non, je trouve ça extrêmement... Mais en fait, il faut que ça continue à infuser, et je pense qu'il faut que ce genre d'événement... En fait, je pense qu'il faut toujours tout expliciter, en fait. Je crois qu'il ne faut pas croire que de manière sous-entendue, les choses vont porter leurs fruits. Je crois qu'il faut continuer la discussion, les discussions sur comment, surtout, et que donc il faut transformer ça à la fois en discours, en initiative, enfin ce genre de choses. Donc selon toi, le next step, ce serait le conseil de militante, ce serait quoi? De continuer à nous réunir régulièrement et de... Moi, je me rends compte, en tout cas, que sur les questions féministes, le fait d'en parler à chaque fois qu'on travaille quelque part, qu'on travaille avec une équipe, qu'on travaille avec des producteurs, qu'on travaille avec une chaîne,
te fait un peu passer pour la chieuse de service, c'est vrai, à un certain temps, mais ça finit par être... D'abord, c'est catalogué comme ça, mais ça y est, c'est fait. Et par ailleurs, je pense que ça rend explicite, en fait, si on ne rend pas les choses explicites, elles ne se font pas. Et dans un espèce de silence collectif qui finalement entérine en fait une situation de statu quo, en quelque sorte. Et donc, il n'y a que l'explicitation et le fait de poser la question quand on a un rendez-vous en chaîne, quand on se retrouve en équipe pour écrire, etc., etc. En gros, moi, je me rappelle de longues conversations qu'on a eues dans une équipe d'écriture sur un personnage. Excusez-moi, je suis un peu obsédée par l'homosexualité, mais c'est comme ça, c'est personnel. Où on a discuté pendant des heures de savoir si tel personnage devait être lesbienne ou pas. Et j'étais là, je me disais, mais c'est dingue. On va vraiment y passer 10 ans sur cette question en faisant une question terrorisante. On se disait, est-ce que ce personnage, on peut oser, etc. Et à un moment, tu te dis, vous avez remarqué quand même qu'il y a un couple de lesbiennes là, qui travaille avec vous. Vous en pensez quoi que nous, on ressent quand on a cette conversation devant nous? C'est comme si on était, d'ailleurs, juif, par ailleurs, on l'est. Enfin, pas moi, mais Marine, en se demandant si le personnage peut être juif ou pas, tu vois. Bah voilà, bah non. Je pense qu'il faut expliciter les choses. Si on n'explicite pas, on enterre, en fait. Et toutes les questions qui nous traversent l'esprit, je sais que certaines sont inaudibles à certains moments avec certains interlocuteurs, mais en même temps, il y a un coût social du fait d'expliciter, mais je crois que ce coût est surmontable quand on est intégré dans le métier. Quand on rentre, c'est plus difficile, je suppose, mais je pense qu'on devrait avoir essayé. Moi, je ne l'ai pas toujours, il y a des moments où je m'écrase, j'ai la trouille, ou alors j'oublie, ou alors je suis fatiguée ce jour-là, mais je me rends compte que ça vaut la peine d'expliciter les trucs dont on se dit mais là-dessus il faut y aller, il faudrait le dire, il faudrait le formaliser, parce que sinon on va enterrer un truc silencieusement, en fait. Cyril, on fait quoi? Est-ce qu'on peut aller voir Cut avec des projets, et est-ce que vous financez des développements? Ça, c'était vraiment le tu premier m'as dit truc. De dire ce que je pensais. Non, donc, mais du coup, quand on a fait Utopia, c'était ça, c'est genre. Bon, donc moi j'ai une histoire là, t'as de l'argent, t'as de l'argent. Donc pas encore, mais ça va sans doute venir. En revanche, vous pouvez déjà effectivement vous inscrire. Donc je crois que c'est cut-collectif.org, un truc comme ça. Il y a une vidéo là qui va arriver sur les réseaux. Vous allez voir, enfin, où on raconte tout ça, mais. Allez vous inscrire sur le site. Vous pouvez participer au groupe de travail, notamment au groupe de travail 1. Donc on a 3 groupes. Un sur les récits, enfin tout ce dont on a parlé ce soir. Un groupe sur l'impact écologique des films ou des séries, comment on peut réduire. Et un groupe sur la diffusion. Donc vous pouvez vous inscrire pour le groupe 1. Et on est en train de construire des formats justement de formation expérientielle, on va dire. Enfin en tout cas on va pouvoir venir vivre des trucs et avoir des ressources, une sorte de centre de ressources de ok, je traite tel sujet, j'ai envie de savoir si c'est crédible, je voudrais rencontrer des gens, des scientifiques, je voudrais aller sur le terrain, je voudrais trucs, qui je peux aller voir. Donc ça, on est en train de le mettre en place. Et puis, j'ai envie de dire, là, vous le savez sans doute parfaitement, mais la ténacité quand même, ça finit par payer. Mais c'est vrai, enfin, moi, c'est quand même ça mon expérience de demain. C'est-à-dire que pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, personne ne voulait le faire. Si vous avez vraiment une super idée, une super histoire... Bon, après, l'autre porte ouverte que je pourrais enfoncer, c'est de dire, avant de vouloir faire un film sur l'écologie, c'est bien de vouloir faire un bon film. C'est toujours quand même ça qui finit par marcher, c'est que le film soit super. Mais faut pas lâcher une bonne idée. En tout cas, il faut pas lâcher un truc que vous avez chevillé au corps, parce que nous, on a fini par faire parce que j'ai pas fini mon histoire tout à l'heure, mais en gros, on a fini par... Mon voisin m'a prêté 10 000 balles. Mon voisin à l'apéro m'a dit, tu peux pas faire ton film ? Il te faut combien? Alors je dis, il me faut... Bon, écoute, j'ai 30 000 balles, j'ai fini de rembourser la maison, je peux te les prêter. Sa femme était à côté, elle dit, c'est toutes nos économies. Et je lui ai dit, bon, alors pas 30 000, mais tu peux me prêter 10 000, mais je me débrouillerai pour essayer de te les rendre, mais si je peux pas te les rendre, je préfère que ce soit pas toutes tes économies. Et on est parti, on a tourné 3 jours, et à partir de ces 3 jours, on a passé une semaine à créer une espèce de petite bande-annonce, de petit teaser, pour qu'enfin ils voient à quoi ça pouvait ressembler. Et grâce à ce truc-là, on a trouvé un distributeur, donc ça s'appelait Mars, ça n'existe plus, et qui a dit génial, je veux le faire, ok, vous êtes prêts à mettre combien? Je comblerai le gap, mais pour l'instant il n'y a que un gap, d'accord, bon.
Super mec, merci beaucoup. Et donc, on a été obligé de faire un financement participatif. Donc sur KissKissBankBank, et en utilisant ce petit truc en disant voilà, on voudrait faire un film qui va ressembler à ça. Est-ce qu'il y a des gens que ça intéresse? Et on voulait lever 200 000 euros en 2 mois, on les a levés en 2 jours, et en 2 mois on a trouvé 450 000 euros. Et après, du coup, les diffuseurs, les producteurs, tristes, ont fait ce qu'on appelle voler au secours de la victoire, en disant ça a l'air hyper bien, franchement. Mais je veux le faire. T'es déjà venu me voir? Ah oui, t'es déjà venu me voir. Et donc, après, on a pu le faire, mais parce qu'on a... on s'est fait chier, quoi. Et je sais que parfois, on peut pas, parce que c'est compliqué, mais tenez le coup. Écrivez les histoires que vous avez envie d'écrire. Et voilà. Et maintenant, il y a de plus en plus de voies parallèles par lesquelles on peut passer pour essayer de trouver du public, de trouver de l'argent. Ça existe quand même. Donc, pas de découragement. Merci beaucoup à tous les deux.